Voilà. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette conférence en ligne organisée par la Ligue contre le cancer du Haut-Rhin. Vous êtes vraiment nombreux ce soir à vous connecter et on voulait vous remercier très sincèrement de l'intérêt que vous portez à ce thème cancer et emploi. Voilà, globalement, tous les profils sont représentés ce soir. Que ce soit le corps médical, les professionnels médico-sociaux, les ressources humaines, les patients, les proches et même le grand public. Donc, on va adapter autant que possible toutes vos situations, aussi différentes soient-elles, et répondre à un maximum de questions dans le temps imparti. Voilà, donc je me présente, moi je suis Mélanie Munch, je suis chargée de communication à la Ligue contre le cancer du Haut-Rhin et j'ai simplement pour mission ce soir de vous donner les informations sur le déroulement du webinaire et de relayer aussi vos questions aux intervenantes. Voilà. Quelques petits points techniques peut-être. Certains d'entre vous sont peut-être habitués à ces webinaires, donc on va rien leur apprendre. En tout cas, si vous rencontrez un de ces problèmes, si vous ne nous voyez pas bien, vous ne nous entendez pas bien, on vous invite peut-être à vous déconnecter, à vous reconnecter. Si vous ne voyez pas les autres participants, c'est normal puisqu'on est dans un format webinaire, donc seuls les intervenants sont visibles. Et donc, on ne peut pas vous entendre, vous ne pouvez pas nous parler. En revanche, vous avez la possibilité de poser des questions aux intervenantes. Il y aura des temps dédiés à la fin de chaque grande partie. On ne pourra peut-être pas traiter toutes les questions. En tout cas, on va faire au maximum dans le temps imparti. Donc, pour ça, il faudra utiliser le petit outil Q&R qui se trouve en bas de votre écran. C'est par cet outil-là que vous pourrez poser vos questions. L'outil Converser, en fait, ce n'est pas pour poser vos questions, c'est simplement pour échanger entre vous, entre participants. Voilà. Si vous voyez une question qui vous semble intéressante et que vous voulez vraiment qu'on pose en priorité, n'hésitez pas à liker les questions, c'est possible dans le module Q&R. Le fait de liker, plus une question sera likée, plus ça va remonter dans les priorités pour être posée. Voilà, donc n'hésitez pas à utiliser ce petit outil très pratique. Donc, le webinaire va durer 2 heures au grand maximum, certainement moins, mais voilà, c'est un maximum qu'on s'est laissé. Il y aura une petite pause de quelques minutes à la fin de la première partie, voilà, pour se donner un petit peu le temps de chercher un verre d'eau ou de se dégourdir les jambes. Ce webinaire est également enregistré, donc que vous le sachiez. Bon, de toute façon, vous n'êtes pas visible, les participants ne sont pas visibles et pas entendus, donc... Mais voilà, c'est pour pouvoir proposer ce webinaire en replay à l'issue. Donc, les personnes vont pouvoir le revoir et on vous l'enverra à tous aussi à l'issue par mail. Je voulais également vous préciser que beaucoup des informations qui vont être données ce soir sur les activités, les services qui vont être proposés, sont proposés par d'autres comités départementaux en France. C'est-à-dire que nous, on est comité du Haut-Rhin à Colmar. Il faut savoir que la thématique cancer et emploi est également mise en œuvre sur le terrain par d'autres comités en France. Donc, si vous êtes intéressé ou vous souhaitez des informations supplémentaires, n'hésitez pas à contacter votre comité en local ou la Ligue nationale à Paris qui vous donnera les coordonnées des personnes qui pourront vous renseigner. Voilà, donc pour vous parler de cette thématique ce soir, je vais vous présenter rapidement les intervenantes. Donc tout d'abord, nous serons en compagnie de Catherine Tourette-Turgis. Donc Catherine est professeure des universités à Sorbonne et elle est chercheure au Conservatoire des Arts et Métiers. Donc Catherine a fondé en 2014 l'Université des patients. C'est une première mondiale qui délivre à ce jour 3 différents diplômes universitaires, un DU en éducation thérapeutique, un DU en démocratie en santé et un DU du patient partenaire en cancérologie. Voilà, donc Catherine en parlera tout à l'heure. Bonsoir Catherine. Bonsoir. Merci de votre présence. Tout va bien? Merci. Merci. Nous aurons ensuite l'intervention de Sophie Durand. Sophie qui est depuis 20 ans conseillère à l'emploi. Elle est également fraîchement diplômée de l'Université des patients de la Sorbonne en 2020. C'est d'ailleurs là qu'elle a fait la connaissance de Catherine Tourette-Turgis. Et donc, Sophie a aujourd'hui le statut de patiente experte en cancérologie. Voilà, elle est aujourd'hui conseillère emploi au sein de la Ligue contre le cancer du Haut-Rhin. Bonsoir Sophie. Tu m'entends bien? Ah, on ne t'entend pas.
ton micro. Bon, hélas, vous m'entendez? Je voulais juste savoir si tu allais bien et si tu m'entendais bien. C'est parfait, je vous vois, je vous entends. Super. Et bien, tout à l'heure. Merci. Et enfin, nous aurons l'intervention de Léa Gambati. Donc, Léa est actuellement en fin de Master 2 de psychologie sociale du travail et des organisations à l'Université de Strasbourg. C'est des études qu'elle mène actuellement en alternance. De ce fait, Léa effectue son apprentissage en tant que psychologue du travail au sein de notre comité à la Ligue contre le cancer du Haut-Rhin. Et Léa est en charge spécifiquement de la question emploi et cancer dans le cadre du dispositif Ligue Entreprise. Voilà, dont nous vous parlerons plus tard. Bonsoir Léa. Bonsoir. C'est bon. Va bien de ton côté? Je t'entends bien, je vous entends bien, je vous vois, c'est parfait. C'est parfait. Donc, pour le déroulement de ce webinaire, il se fera en 3 parties. Voilà. Dans la première partie, Catherine et Sophie nous exposeront en quoi et pourquoi nous devons avoir un nouveau regard sur le cancer et l'emploi. Dans la deuxième partie, Catherine et Léa nous expliqueront comment y arriver, c'est-à-dire par quels moyens, quels outils on peut mettre en place à destination des patients, mais aussi à disposition des employeurs, des managers, des chefs d'entreprise ou même des collègues. Et nous nous appuierons également sur un exemple concret pour illustrer cette panoplie. Et dans la troisième et dernière partie, Léa et Sophie concluront en vous expliquant comment la Ligue contre le cancer du Haut-Rhin peut vous accompagner dans toutes ces démarches, que vous soyez patient ou employeur ou manager, et dès aujourd'hui. Voilà. J'espère que tout le monde est bien installé. Voilà. Vous êtes 197 personnes en ligne. Voilà. Un grand merci de votre présence. Et je peux donner la parole à Sophie pour commencer cette première partie. Alors, bonjour. Tout d'abord, je suis ravie de passer ces 2 heures avec vous et je vous remercie d'avoir répondu à notre appel. Je vais vous présenter maintenant un état des lieux du cancer en France ainsi que ses composantes essentielles. Sophie, Léa, oui, tu dois me passer l'écran puisque j'étais en train de me dire. Je me permets, je fais juste la petite introduction pour dire comment on en est arrivé à parler de cette thématique pour que tout le monde puisse comprendre. Je vous assure, on a fait un filage, mais on n'est jamais à l'abri d'une erreur d'enchaînement. Donc, on va y aller, il n'y a pas de souci. Je te redonne tout de suite après la parole. Je voulais juste, avant qu'on commence, vous dire un peu comment on en est arrivé à parler de cette thématique dans le comité du Haut-Rhin à la Ligue contre le cancer. En fait, chaque année, on accueille près de 600 patients et proches. Alors, nous, on est dans trois espaces. On en a un à Colmar, Mulhouse et Folgensbourg. Et des soins de support sont proposés aux patients et aux proches. Alors, les soins de support, ça peut être de l'activité physique adaptée, du soutien psychologique, de la sophrologie. On a aussi une chorale et d'autres. Et ces soins de support, ils sont proposés gratuitement. Ils sont financés grâce à la générosité du public et puis des partenaires. Et en fait, ces soins de support, ils sont proposés dès le diagnostic, pendant les traitements et aussi à la suite, pendant la période d'après-cancer. Et en fait, on s'est rendu compte que la phase d'après-cancer, on verra que c'est une phase de rétablissement, on pourra en parler après, et il y a de nombreux enjeux pour les personnes. Et reprendre une vie professionnelle, sociale, ça en fait partie. S'éloigner doucement des traitements, réapprendre à vivre finalement autrement avec les stigmates du cancer. Et comme de plus en plus de personnes guérissent, pour une grande partie d'entre elles, elles ont dû mettre le travail entre parenthèses pendant un certain temps. Et à la Ligue, on souhaitait promouvoir vraiment l'inclusion des personnes malades dans notre société et tendre vers un accompagnement qui serait plus complet et qui prend en compte le travail dans la phase de rétablissement. Alors, c'est pourquoi on s'est engagé dans un programme qui s'appelle Ligue Entreprise, qui est un programme national au sein de la Ligue. On aura l'occasion de vous en reparler un peu plus tard, qui a été mis en place dans plusieurs départements. Le but de ce programme, c'est de prévenir les cancers, c'est d'accompagner les personnes qui sont touchées par la maladie et c'est aussi de promouvoir les bonnes pratiques en entreprise. Alors, depuis 1 an et demi, l'équipe, elle s'est agrandie pour répondre à ces besoins d'accompagnement. Et en fait, c'est Nathalie Lecomte, donc, qui est déléguée à l'action pour les personnes malades, qui a lancé ce projet. Elle est allée voir nos collègues dans le 67, dans le Bas-Rhin. Et puis, ils avaient fait la démarche il y a quelques années d'engager une apprentie. Et en fait, elle est allée faire de même. Elle est allée à l'université et puis elle est venue me chercher. Et c'est comme ça que depuis 1 an et demi, j'ai eu la chance de venir à la Ligue, de rejoindre ce beau projet. Et puis, bien sûr, on a eu la chance, et c'est vraiment une chance, d'accueillir Sophie en tant que conseillère emploi et cancer, qui se représentera un peu plus tard. Et en fait, on a souhaité réaliser un vrai travail de fond pour construire les accompagnements qui soient les plus adaptés possibles sur cette thématique du cancer et de l'emploi. On verra qu'il y a de nombreux enjeux.
Et donc, c'est un plaisir pour nous d'être là. Et c'est Sophie qui va commencer à vous en parler. Donc, ça y est, Sophie, c'est le moment. D'accord, donc tu dois me passer la main au niveau de l'écran. Donc, je vais vous présenter maintenant un état des lieux du cancer en France, ainsi que ses composantes essentielles. Alors, voilà. Les chiffres que je vais vous citer proviennent soit de l'INCa, qui est l'Institut national contre le cancer, soit de l'enquête VICAN 5, qui regroupe une étude poussée sur les personnes touchées par un cancer 5 ans auparavant. Donc, le cancer a laissé dans notre mémoire collective l'image d'une maladie mortelle engendrant de grandes souffrances. Et il reste beaucoup d'émotions passées de génération en génération. D'une maladie solitaire et honteuse aujourd'hui, le cancer regroupe un ensemble de maladies, de cancers différents. À ce jour, certaines se guérissent, d'autres sont considérées comme une maladie chronique. Les dernières font partie des mauvais pronostics. Donc, comme vous voyez à l'écran, en 2018, il y a eu 380 000 nouveaux cancers par an pour 157 400 décès. De plus en plus de cancers se découvrent, mais le taux de mortalité est dans une pente descendante de façon globale. Il est considéré que 40% des personnes touchées font partie de la population active et sont donc possiblement concernées par le domaine de l'emploi. Donc, voici les cancers les plus fréquents, que cela soit chez la femme et chez l'homme. Voilà, j'ai un petit décalage quand je clique et par rapport à la fenêtre. Donc, les cancers sont divisés en deux groupes, ceux à bon pronostic de survie et ceux à mauvais pronostic. Donc, ça, c'est ma souris. Voilà, donc ça, c'est problème technique. La prévention organisée en France permet de connaître au plus tôt la venue du cancer et donc d'améliorer ses chances de survie et de guérison. Voilà, donc là, c'est bon, on y est. Dans les campagnes de prévention actuelles, vous avez peut-être entendu parler de la notion que 40% des cancers seraient évitables. En fait, cela correspond aux 40% des cancers dont l'apparition dépend de facteurs extérieurs à la biologie de son propre corps. C'est ce qu'on appelle les facteurs de risque, comme vous pouvez voir sur l'écran. Certains dépendent de l'hygiène de vie. Le plus connu est le tabac, avec le cancer du poumon. La sédentarité, l'obésité, l'alimentation peuvent engendrer aussi des cancers. D'autres sont à risque professionnel ou dépendent de l'exposition au soleil, voire certains des risques infectieux, comme le cancer du col de l'utérus. Il est important de les connaître pour agir et diminuer la possibilité de développer un cancer. Même si certains de ces cancers sont à bon pronostic, le parcours du cancer reste compliqué et bouleversant, avec souvent des séquelles à long terme. Je vais vous décrire maintenant les différentes phases. Donc, dans le parcours du cancer. La maladie a un temps qui n'est pas celui du travail. C'est un temps long avec de l'attente, des traitements, des examens. Voilà, ça c'est bon. Tout d'abord, le cancer s'inscrit toujours dans un parcours de vie. Alors, attendez. Hop. Alors, j'essaie de retourner juste un petit peu en arrière, mais c'est pas grave. Une personne en emploi va souvent avoir comme objectif d'y retourner. Cela permet de voir au-delà du cancer et de continuer à garder une partie de son identité hors du cadre de la maladie. En prenant en compte le parcours de vie, la personne malade sera plus à même d'adhérer à son parcours de soins. Le cancer ne commence pas au diagnostic, mais à l'apparition des premiers symptômes. Cette première phase, sans certitude de ce qui arrive, est souvent très déstabilisante et inquiétante, car on ne sait pas contre quoi on va devoir se battre, ni avec quels moyens. En fait, j'ai du mal techniquement à avancer en même temps. C'est pour ça. Veuillez m'en excuser. Ensuite vient l'annonce du diagnostic, du cancer. Ce mot terrible fait basculer en quelques secondes dans une autre vie, celle du malade vulnérable qui a besoin de la médecine pour survivre. C'est souvent un moment traumatisant qui renvoie à chaque personne, malade ou proche, de sa propre finalité. Ce traumatisme est à prendre en compte et peut s'alléger avec l'aide de psychologues.
Sinon, il perdurera tout le long du parcours de soins et au-delà. Une personne malade peut devenir actrice de son parcours de soins. Il comprend les soins médicaux de la médecine conventionnelle qui, elle seule, permet de se soigner d'un cancer. Cela peut comporter chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie, immunothérapie et hormonothérapie, selon les différents cancers et leur stade. En même temps, la personne peut choisir de mettre en place des soins de support qui lui permettront une prise en charge globale et d'atténuer les effets secondaires. Chaque hôpital agréé pour soigner le cancer a un service de soins de support. La Ligue contre le cancer peut les subventionner en hôpital et aussi les proposer au sein des espaces Ligue. Les soins de support de base permettent une prise en charge psychologique, diététique et nutritionnelle, prise en charge sociale et familiale et professionnelle, et la prise en charge de la douleur. Il existe aussi un programme d'éducation thérapeutique du patient qui se trouve dans tous les hôpitaux et permet de mieux connaître sa maladie et d'apprendre à vivre avec. Il est important de connaître ces dispositifs qui sont accessibles aux personnes malades et même pour certains aux proches et aux aidantes. Car le cancer ne touche pas que la personne malade, mais aussi sa famille, ses proches, ses collègues. Il n'y a pas de petit cancer. Quels que soient les soins, toutes les personnes sont confrontées à l'effet traumatisant de l'annonce et du propre questionnement de sa finalité, que le cancer provoque toujours. Le cancer ne se finit pas parce que la tumeur a été enlevée ou que les soins se sont arrêtés ou que la personne soit en rémission complète. La phase de rétablissement qui vient ensuite est une phase qui peut être aussi longue que le parcours de soins. C'est une période indispensable à prendre en compte pour se reconstruire sur toutes les conséquences du cancer autres que médicales, psychologiques, cognitives, sociales, familiales. C'est aussi le moment qui permet de préparer un retour à l'emploi. Le dialogue avec l'oncologue, voire le médecin généraliste, est indispensable, car ce sont ces derniers qui pourront donner le top départ. On peut voir aussi que la phase de rétablissement va au-delà de l'arrêt maladie. Même si pour les médecins, la priorité reste de se soigner, pour la personne, les objectifs d'emploi, projets personnels et familial sont des plus importants pour voir au-delà du cancer et avancer dans sa propre vie. Catherine Tourette-Turgis vous développe ensuite l'importance de la phase de rétablissement. Les impacts du cancer touchent plusieurs domaines. En voici 4. Au-delà des répercussions physiques, les impacts du cancer sont aussi psychologiques, sociaux et professionnels. Je souhaite vous parler de plus en détail de la fatigue. C'est un mot que tout le monde comprend, mais qui ne représente pas la même chose pour les personnes qui vivent ou ont vécu avec un cancer. C'est plutôt un épuisement, parfois chronique ou avec des coups de pompe soudains. Cette fatigue n'est pas proportionnelle à une activité physique récente. Elle interfère souvent avec les occupations habituelles et peut même devenir invalidante. Le corps n'a plus la capacité, n'a plus l'énergie pour toute une journée. Et même si le cancer n'existe plus, cette fatigue si spécifique peut perdurer ou mettre un temps très long avant de diminuer. Une bonne nuit de sommeil n'enlève pas cette fatigue. Il est important d'en parler avec son oncologue, voire son généraliste. Les soins de support et une bonne hygiène de vie peuvent aider, et le temps aussi. L'impact professionnel est tout aussi important. Au-delà de l'enjeu financier, l'emploi fait partie de son identité. Le cancer peut diminuer physiquement la personne, et même si on se sent mieux après les soins et vers la fin de l'arrêt maladie, le travail va mettre à l'épreuve le corps et l'esprit face à ces nouvelles limites. C'est pourquoi il est très important de ne pas retourner au plus vite en emploi, mais de bien reprendre ses forces avant. Il arrive aussi que le cancer permette une meilleure connaissance de soi-même et questionne son propre projet professionnel. Donc là, maintenant, nous allons voir plus spécifiquement le cancer et l'emploi. Donc, une personne sur 3 n'est plus en emploi 2 ans après un cancer.
Plus la personne sera en difficulté, plus l'après-cancer va augmenter ces dernières. La perte d'emploi touche plus les personnes qui sont peu diplômées, avec des contrats précaires, qui travaillent dans des petites et moyennes entreprises. En effet, plus la personne sera dans une grosse entreprise, un grand groupe ou dans la fonction publique, plus elle sera protégée. Les mutuelles et systèmes de prévoyance aident à la stabilité financière. Des protocoles de réintégration, après un long arrêt, peuvent exister et aider grandement à une réintégration réussie. Notons toutefois que toutes les personnes malades ne s'arrêtent pas de travailler pour se soigner. Le cancer et l'emploi, un enjeu national. Donc, le troisième plan cancer, qui vient de finir, 2014-2019, a mis comme enjeu national de diminuer l'impact du cancer sur la vie professionnelle, avec un objectif, le numéro 9, diminuer l'impact du cancer sur la vie professionnelle et sociale. Voilà, c'est ça que je voulais rajouter. Maintenant, les plans cancer s'appellent la stratégie décennale 2021-2030, qui vient juste de sortir en février de cette année. 4 axes composent la stratégie décennale de lutte contre le cancer. L'axe 1, améliorer la prévention, ce dont nous avons parlé tout à l'heure. Axe 2, limiter les séquelles et améliorer la qualité de vie. L'axe 3, lutter contre les cancers de mauvais pronostic. Axe 4, s'assurer que les progrès bénéficient à tous. L'emploi se retrouve dans les axes concernant les séquelles, avec en particulier la fiche action 2.13, faire du maintien dans l'emploi un objectif de parcours. Le gouvernement note aussi, en matière de retour à l'emploi, des évolutions sont envisagées par les dispositifs du droit du travail et de la sécurité sociale, notamment le mi-temps thérapeutique, qui se sont mal adaptés à l'évolution des stratégies thérapeutiques et à la temporalité chronique de la maladie. Il en va de même pour les études et la formation. J'ai fini l'état des lieux et je passe la parole à Catherine Tourelle-Turgis qui va nous présenter maintenant Cancer et emploi à nouveau regard. Merci. Merci Sophie. Alors pour aller un peu à la fois là et à la fois ailleurs, peut-être d'abord une histoire qui m'a amenée à m'engager dans ce que j'appelle un plaidoyer pour le rétablissement. En 1996-97, nous avions eu accès aux antirétroviraux dans la lutte contre le VIH-Sida et on s'était aperçu qu'en fait, les malades avaient du mal à reprendre pied. C'est comme si, en fait, il fallait reprendre une horloge qui tournait à l'envers, c'est-à-dire qu'en fait, ils s'étaient préparés à partir d'une certaine manière et il leur fallait revenir au travail, revenir à la vie. Et je crois que c'est vraiment dans ces années-là que nous avons d'ailleurs tous, la communauté en tout cas VIH-Sida, dans laquelle j'étais depuis les années 83-84, on a pris conscience qu'en fait, il fallait qu'on mette en place des parcours de rétablissement. Et ces parcours de rétablissement, comment on les a mis en place? Avec des choses très très simples, des ateliers estime de soi, des ateliers retour au travail, des ateliers réapprendre à sortir, réapprendre à retrouver, à être amoureux à nouveau, réapprendre des liens. Donc, pour moi, ça a été un moment important de réflexion sur le fait quand on regarde les parcours de soins, quand on regarde les maladies chroniques, puisque j'ai fait beaucoup d'éducation thérapeutique dans plusieurs types de maladies chroniques, donc j'ai bien vu que sur 20 ans, sur 30 ans de pratique professionnelle, eh bien, on a des maladies chroniques qui fait qu'on arrive à un état de stabilisation, on arrive à contrôler. Mais en fait, les systèmes de soins, l'organisation des soins, il est toujours fait plus ou moins sur le modèle de la maladie aiguë. Donc, quand je me suis retrouvée à devoir aussi accompagner et travailler avec des collègues,
On a un autre champ du rétablissement qui est un champ aussi inédit, encore en friche et qui pourtant est peut-être plus organisé, c'est le champ du rétablissement dans la santé mentale. Et ensuite, j'ai voulu m'engager en oncologie et donc assister aux consultations de surveillance, voir justement ce qui manquait, voir qu'il y avait peu de temps, qu'on regardait essentiellement donc les marqueurs et qu'en fait, ça prenait beaucoup plus de temps, que c'était un moment d'effondrement pour les personnes ou un moment d'entrée en difficulté. Et depuis jeudi dernier, donc, je me suis engagée comme chercheur volontaire dans un espace dédié au Covid long. Et encore une fois, on a à recommencer, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de prévu pour les parcours de rétablissement. Alors, j'aimerais, si vous voulez, peut-être voir 3 ou 4 points. Alors d'abord, un point philosophique. Peut-être que la médecine n'arrive pas à s'occuper des survivants. C'est-à-dire peut-être que les systèmes de soins sont faits pour soigner, guérir, arrêter les activités malfaisantes des cellules, des bactéries, etc. Mais elles ne sont pas organisées parce que peut-être que ça ne dépend pas d'un paradigme médical. Peut-être que ça dépend d'un paradigme social, d'un paradigme professionnel, d'où la journée et la soirée d'aujourd'hui. Un autre point aussi qui me paraît important, et qui a été pour moi le déclic de cette université des patients que j'ai ouvert en 2010, c'est qu'en fait, peut-être quelque chose même de philosophique, la maladie, c'est une occasion d'apprentissage. C'est-à-dire c'est l'occasion d'apprendre à être, à faire, à savoir faire. C'est-à-dire c'est l'occasion d'apprentissage dont on n'aurait pas eu besoin si on n'avait pas été malade. Donc ça, je crois que la maladie comme occasion d'apprentissage, c'est proche de notre sujet d'aujourd'hui. Parce que finalement, quelqu'un en situation... D'ailleurs, quand on dit la maladie occasion d'apprentissage, moi j'ajoute toujours, la maladie est le parcours de soins comme occasion d'apprentissage. Et d'ailleurs, c'est 2 lignes différentes. Il y a ce que j'apprends de ma maladie, mais ce que j'apprends aussi, ce que je dois apprendre pour arriver à réussir mon parcours de soins. On est toujours à 50% d'observance ou de non-observance thérapeutique, y compris d'observance des parcours de soins et de modification donc de comportement qui pourraient nous faire aller mieux, etc. Donc ça, c'est un élément important. Et la troisième chose, c'est une question que je se poserai beaucoup plus dans la deuxième partie, mais et si en étant malade, qui pourraient constituer des expériences, 1, significatives, 2, inédites, 3, mais aussi des expériences significatives qui deviendraient des ressources pour la collectivité. Donc je crois que si je peux essayer de développer ça ce soir, alors par exemple, pour le rétablissement, moi, je suis quelqu'un d'assez pragmatique, donc Léa va nous passer un petit schéma qui est un score de rétablissement, puisque au niveau pragmatique, dans les terrains du soin, je me suis attachée à créer des cafés du rétablissement en oncologie. Donc ce sont des groupes de counseling, mais des groupes de counseling structurés. Les patientes et les patients arrivent une fois qu'on leur a dit la phase de traitement actif, la phase intensive de traitement est finie, vous reviendrez dans 3 mois, dans 6 mois, etc. Et chacun sait que dire à quelqu'un vous revenez dans 6 mois, justement c'est un moment de fragilité, etc. Je pense qu'on y reviendra. Les cafés du rétablissement, donc je les ai modélisés à partir, vous voyez, de ce petit score où on va s'apercevoir qu'on va pouvoir se scorer soi-même en disant bon, ma dimension médicale de 0 à 10, oui, je vais à peu près bien, ouais, peut-être que j'ai 7 sur 10 au niveau économique, ça dépend, si j'étais travailleur indépendant, si j'étais, il y a plein de situations où non,
j'ai un problème donc économique, ma dimension sociale, c'est-à-dire autour de moi, qu'est-ce qui a changé, mes relations avec les autres, même la boulangère qui me dit des choses ou qui m'a dit des choses parce que mes cheveux avaient changé ou que j'en avais plus, ma dimension conjugale et familiale, ou mes enfants, ben, il y a eu un problème d'échec scolaire précisément cette année parce que j'étais en traitement intensif. La dimension conjugale, ben, c'est compliqué, il y a presque un burn-out là dans ma petite famille. Ma dimension professionnelle, je n'ai pas encore repris le travail, justement. Est-ce que je suis assez rétablie pour reprendre le travail ou est-ce que... Donc, vous voyez, les ateliers, en fait, j'en ai 8, ben, vous en mettez 2 ou certains qui durent sur 2 séances. Et puis, il y a une dimension qu'on oublie tout le temps, qui est la dimension existentielle. La dimension existentielle, c'est toujours des ateliers, des séances extrêmement émouvantes et mémorables. C'est je suis autre, je suis différente et en même temps je suis la même et en même temps je négocie entre comme ça plusieurs images et puis surtout il y a des choses que j'ai plus envie de faire, des choses où j'ai envie de dire oui, des choses où j'ai envie de dire non, c'est-à-dire il y a quelque chose d'un point de bascule existentiel et là évidemment c'est pas forcément avec la médecine que je vais dialoguer, d'où ces idées donc de café du rétablissement que bien évidemment j'ai repris après avoir fait mes ateliers donc de back on track, enfin au retour un peu sur les voies qui sont les miennes dans le VIH/SIDA avec des centaines et des centaines de patients. Je regarde l'heure au niveau professionnel. Je vais vous donner un autre petit schéma. Et vous me ferez signe hein, par rapport au timing. Vous me ferez signe, vous me direz. Alors, le deuxième schéma, donc on est en train d'aller le chercher. Donc, c'est Léa qui va l'amener. Donc, j'ai encore 5 bonnes minutes. Oui. C'est bon. J'attends le... Et voilà. Alors, voilà. Donc, je fais beaucoup de masterclass, de formation de patients. J'anime des groupes de patients et j'ai travaillé aussi dans une entreprise dont je parlerai tout à l'heure. Mais j'ai eu l'idée très très rapidement d'aider des personnes qui ont vécu, qui vivent une maladie chronique. Je leur ai dit, si tu construisais ton portfolio de compétences, tu sais ce qu'on ferait? On mettrait parcours de vie. Tu mets tes grandes dates les plus importantes pour toi. Ton parcours professionnel. Et puis, on va commencer à mettre donc des expériences significatives. Et dans les expériences significatives, on va mettre aussi une ligne pour ta santé, ou pour votre santé, si je tutoie les personnes. Et puis à ce moment-là, eh bien, on va réfléchir, on va se mettre un peu comme ça en évocation, en dialogue avec soi-même, ou par deux, on va s'aider en disant « oui, ça a été une expérience significative ». Ah ben oui, c'est à partir de ce moment-là que j'ai appris, j'ai appris à être patient, ça c'est sûr. J'ai appris à négocier. J'ai appris à gérer une équipe. Ah bon? Ah ben oui, mon équipe de soins. J'étais bien obligée de la gérer parce que le temps que le papier arrive d'un service dans un autre et puis encore dans un autre et puis il n'y a pas toujours eu Internet et puis même quand il y a Internet, des fois ça ne marche pas. Donc j'ai appris que quand je sortais de chez le cardio, il fallait que j'explique au néphro. Quand j'étais avec le néphro, il fallait que j'explique à celui que j'avais vu avant, etc. Donc j'ai appris à communiquer. J'ai appris aussi que mes vrais amis, ah oui, ça modifiait mes relations, mon système de communication. Ah ben, et puis j'ai appris à savoir prendre des décisions en situation de haute incertitude. Là où il n'y avait plus personne, où tous les services étaient fermés, où je me retrouvais en ambulance, où il fallait que j'explique, etc. Mais aussi dans ma propre vie, j'ai eu 1 minute pour réfléchir, etc. Très bien, ça ce sont des compétences. Et si ces compétences-là, quand on revient dans le milieu du travail, si on avait préparé son portfolio de compétences et qu'on dirait, vous savez, quand je vous ai quitté, ça je ne savais pas le faire, ça, maintenant ça m'intéresse. Oui, puis relationnel. Et puis, j'ai beaucoup de malades qui disaient,
Écoute, j'étais comptable avec 10 ans d'épidémie. Tu me vois encore être comptable? Ben, je ne sais pas, je te demande, on est en question ouverte. Eh ben non. Ah bon, ben, qu'est-ce que tu aimerais? Eh ben, je voudrais quelque chose de relationnel. Donc, vous voyez, ah, qu'est-ce que tu as fait? Oh, ben, écoute, je viens de faire SIDA Info Service, ça fait quand même 3 ans que j'écoute. Ah, donc vous voyez, on a des compétences, etc. Donc si dans la société, on se posait qu'il y avait plein d'espaces comme celui de ce soir, où on se disait, mais on n'a jamais réfléchi à ça, nous on fait des bilans comme ça de compétences avec métier, fonction, etc. Et puis du coup, les gens arrivent très timidement comme ça avec un CV, où on cache les lignes, parce qu'il y a des lignes d'absence d'1 an, 2 ans, etc. On se dit, oh, je ne vais surtout pas dire ça. Et si on disait, écoutez, moi j'ai eu un événement, je vais vous prendre de front, hein, un événement, et ben, ça a modifié mes compétences, et d'ailleurs maintenant je pourrais faire ça. Et puis d'ailleurs ici dans l'entreprise, vous savez quoi? J'ai même une idée, on pourrait faire ceci ou cela. Donc ben, voilà, il me semble que ça m'a donné l'idée de diplômer des malades, de faire que des malades deviennent des acteurs de santé au sens large. Et ça tombe bien, parce que demain, après Covid, de toute façon, les acteurs de santé, ça ne sera plus les mêmes. On aura besoin de tout le monde. Ça donne des patients partenaires. Même le soin, il va changer. Et donc, voilà un peu, si vous voulez, ce que j'appelle, enfin, là où j'étais invitée ce soir, à peut-être modifier nos regards en grande empathie, en bienveillance, et modifier nos regards aussi en économie de la santé. On sait très bien que si il y a plein de choses comme ça qui se passent, moi, les malades, souvent, ils me disent « Ah, effectivement, avec vous, on ne reste pas dans notre coin, on ne reste pas dans un coin. » Ah ben non, on devient visible, on apporte, et puis on peut réfléchir. Donc, il y a beaucoup de gens qui aimeraient travailler, qui ont juste besoin qu'on protège leurs acquis sociaux. Donc, ça ferait des poids de croissance en plus. Et moi, je crois que le moment est venu, dans les années qui vont arriver, là, parce que je travaille beaucoup, si vous allez sur mon blog, vous verrez, je travaille beaucoup sur le Covid et les questions psychosociales. Je crois que le moment est venu pour qu'on puisse, nous tous, hein, nous toutes, on est 226, avec nous peut-être, je ne sais pas si on est compté, allez, on est plus de 200, le moment est venu, je crois, où on peut faire des propositions, où toute expérience de vie est une expérience qui apporte à autrui, est une expérience qui apporte au monde, est une expérience qui apporte aux entreprises, à l'emploi. Alors, allons-y. Je vous remercie de votre attention. Merci Catherine. Ça a beaucoup réagi effectivement dans le module de conversation et on est tout à fait dans les temps. Alors, il y a eu plusieurs questions pour Sophie aussi et Catherine. On va commencer peut-être juste par Sophie, puisque tu étais avant la première intervenante. On a posé plusieurs fois la question de savoir s'il y a un temps d'arrêt de travail en moyenne de 1 an. C'est ce que tu... Non, c'est vraiment une moyenne. Hein. Oui. C'est-à-dire que... Oui, excuse-moi, vas-y. En fait, je pose la question à Sophie, mais Catherine peut aussi y répondre, effectivement, de son point de vue. Et on demande si c'est vraiment suffisant, s'il y a 9 mois de traitement, par exemple, hein, pour un cas de cancer. Et est-ce qu'une reprise aussi rapide, c'est la volonté des patients ou est-ce que c'est plus une pression, entre guillemets, pression sociale ou professionnelle? Ah oui, je pourrais répondre aussi, tu me dis, Oui, Sophie, oui, ce oui, que tu préfères. Mais... on peut faire les deux. Hein. C'est vraiment une moyenne. Effectivement, il y a beaucoup de cancers différents avec des styles de soins différents. 1 an, ça paraît un peu court. Effectivement, après, par exemple, des chimiothérapies, des protocoles assez lourds, il peut très bien avoir 1 an d'arrêt maladie. On peut facilement arriver à 2 ans. Et en fait, cette notion de temps, elle est très importante. Et c'est ce que disait le gouvernement dans le plan décennal actuel, lorsqu'il dit que la chronicité la temporalité du cancer actuel fait que les lois anciennes ne sont plus adaptées. Il a parlé de mi-temps thérapeutique. On arrive facilement aux 3 ans de la sécurité sociale, des indemnités journalières. Ce qui fait qu'effectivement, par pression sociale, des fois, on peut dire il faut que je rentre parce qu'après, il n'y aura plus d'indemnité. En fait, après les indemnités de la Sécu, il y a les histoires d'invalidité qui peuvent se mettre en place aussi. Donc, effectivement, le temps, là, c'était qu'une statistique, mais regroupe beaucoup de diversité.
Ouais, j'ai fini sur mon... Vas-y, Catherine. Moi, ce que j'avais regardé dans les études, c'est que moi, je ne fais pas partie des gens qui sont pour un productivisme acharné, même si j'interviens, y compris en disant ces mots-là, dans les entreprises. Mais en fait, on s'est aperçu que s'il y a un maintien du lien, si la personne, elle bénéficie d'un climat, justement, un climat bienveillant, si elle est bien accueillie ou si elle sait qu'elle va être bien accueillie, si on a gardé des contacts avec ses collègues, etc. C'est-à-dire que si le climat est bon dans l'entreprise, elle reprend en plus 2 à 3 mois avant. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que pour que les gens reprennent, il faudrait aussi qu'ils soient dans des bonnes conditions de reprise. Moi, combien de fois dans la consultation de surveillance où je me suis immergée, j'étais en immersion pour faire mon travail avant de plaidoyer sur cancer et travail. Vous savez, quand je suis partie, ils n'ont même pas vu. Quand je suis rentrée, ils n'ont même pas vu. Ou alors, rentrée, vous savez, je ne sais même pas si on m'attend. Donc, je pense qu'en fait, il y a plein de conditions psychosociales aussi. Il y a bien évidemment la santé, on va le voir tout à l'heure, c'est-à-dire que la santé, ça veut dire que les managers doivent être formés à qu'est-ce que c'est exactement que la vulnérabilité de la transition dans l'après-cancer et qu'est-ce que c'est que les séquelles. Ça, c'est évident. On a les calculs, d'ailleurs, plein d'articles sur les types d'aménagement, etc. Donc ça aussi, on pourrait le faire bouger. Et puis aussi, peut-être, s'il y a des oncologues ce soir, sensibiliser aussi les oncologues. Les oncologues ne sont pas forcément, et on ne peut pas tout leur demander, donc c'est d'ailleurs des choses qu'il faut mettre en place à côté, ne sont pas forcément non plus... c'est dur de savoir si quelqu'un est prêt à reprendre. On peut dire oui, médicalement, vous êtes prête à reprendre, mais si vous prenez mon score de rétablissement, là, les gens ils disent « Ah oui, médicalement, oui, mais psychologiquement, là, pas du tout. Professionnellement, on ne m'attend pas, etc. C'est-à-dire, quels sont finalement les critères, et là, il faudrait discuter avec les médecins contrôleurs, etc., pour dire « Are you ready ?» Comment vous vous sentez prêt? Et donc, moi, j'avais fait des petits outils très simples à utiliser en oncologie. Il y a beaucoup d'initiatives en France, hein, à Lille, à Marseille, enfin, dans plein de villes, sur l'après-cancer, à Rouen, dans les services d'oncologie. Voilà, c'est tout. Là, je ne vais pas encombrer la discussion. Merci. Merci beaucoup. Alors, j'ai une autre question, c'est quelles sont les conditions pour obtenir un suivi d'accompagnement cancer-emploi? Alors, j'ai besoin qu'on précise cette question. L'accompagnement cancer-emploi, si on parle du 68 et de ce que moi, je peux faire, il n'y a pas de condition, il faut juste avoir envie d'en parler. Après, on propose effectivement de se rapporter aux comités départementaux pour connaître les accompagnements, parce que en fait, là, c'est une question qui est même un petit peu tôt, je trouve, c'est qu'on va vous présenter aussi les différents organismes qui peuvent intervenir sur ce champ-là un petit peu plus tard. D'accord. J'ai une question aussi de Martine qui dit « Connaît-on le pourcentage de personnes malades qui ne s'arrêtent pas de travailler pour se soigner ?» Alors oui, on le connaît. C'est vrai que je ne l'ai pas dit oralement, mais il était sur une des slides. Il y a 2 personnes sur 3 qui s'arrêtent, donc 1 personne sur 3 qui continue à travailler. 1 personne sur 3. Ouais. Et peut-être que c'est aussi ça qui explique que peut-être qu'à 1 an, ça peut sembler surprenant. Mais effectivement, quand on fait cette moyenne avec les personnes qui ne s'arrêtent pas, peut-être qu'on a déjà aussi un élément de réponse dans cette moyenne-là. Sachant que dans les personnes qui ne s'arrêtent pas, que j'en connais beaucoup, c'est des personnes qui ne peuvent pas s'arrêter parce qu'elles perdraient leur outil de travail définitivement, notamment les indépendants. Ça, c'est un point très, très, très important toujours à souligner. Il faut distinguer salariés, indépendants et personnes qui sont en recherche d'emploi, sans emploi, qui sont en recherche d'emploi avant le cancer aussi. Ça, c'est encore une autre situation. Oui, exactement. Ouais. Tout à fait. Et toujours dans les statistiques, est-ce qu'on sait les 40% qui sont en emploi au moment de l'annonce de la maladie? Est-ce qu'on connaît la répartition âge, sexe? Est-ce qu'on sait si c'est plus des hommes, des femmes
Alors, moi, je ne l'ai pas de tête, mais sûrement que cette répartition, elle est aussi en lien avec la répartition des cancers. C'est-à-dire, on a vu qu'il y avait des cancers qui étaient plus souvent présents chez l'homme ou la femme que d'autres. Donc, on imagine que dans ces 40% d'actifs en lien avec l'âge, les choses aillent ensemble au niveau des chiffres. On mettra aussi à la suite du webinaire certains éléments sur le site internet. Et puis, si vous voulez des précisions dans les chiffres, on mettra de quoi vous satisfaire votre curiosité par rapport à ça, sans souci. Ensuite, il y a une question sur les cafés rétablissements. Il y a une personne qui demande si les fameux cafés rétablissements existent à Colmar. Donc, je peux y répondre. Enfin, je crois que pour le moment, ça n'existe pas. On a des tables rondes ou des cafés pour les aidants. Mais du coup, Catherine, ça pose la question d'exportation du concept. Ça peut être intéressant. Est-ce que ça existe ailleurs en France ou... On est en train justement de voir comment l'implémenter effectivement ailleurs, c'est-à-dire un petit peu moi comme j'avais fait dans le VIH/SIDA, c'est-à-dire on essaye pendant 1 an ou 2 et puis après on fait le guide et puis moi je me souviens avoir fait comme ça un guide pour la France entière, c'était comment implémenter des ateliers estime de soi sur tel thème. Bon voilà, ce sera comment implanter des cafés de rétablissement en oncologie, sachant que je vais en faire très très rapidement sur le Covid puisque c'est quelque chose de dramatique. Ça va être urgent parce que là il n'y a rien. D'accord. Il n'y a rien, en plus il y a une méconnaissance encore plus grave. Donc oui, bien sûr, bien sûr. Donc, on tiendra au courant les personnes. Et enfin, on demande quelles sont les conditions d'accès aussi pour entrer en DU, en diplôme universitaire. Oui, alors ça dépend lequel. Bon, d'abord, il y a des masterclass par thème. Il y a j'imagine, sur votre région aussi des associations qui forment des patients experts, des patients volontaires. Donc, il faut déjà, je pense, bien sourcer les ressources locales, les ressources régionales. Et après, il y a des universités de patients. Donc, il y a celle que j'ai fondée, mais il y en a d'autres qu'on va essayer de créer. Et donc, ça fait un petit moment qu'on parle autour de Nancy. Sinon, il y a quelque chose qui va se créer à Bordeaux. Il y a quelque chose qui va se créer à Grenoble. On a ouvert la semaine dernière, il y a 2 semaines, à Casablanca, en cancérologie. Nous, moi, ce que je déploie, c'est cancérologie, démocratie en santé et éducation thérapeutique. D'accord. Donc, effectivement, après, les personnes qui souhaitent avoir plus d'informations, j'imagine qu'il y a... Le site Université des patients. Et puis après, il y a plein de gens qui répondent. Sophie connaît bien Siamaba, qui est justement une ex-patiente et qui est chargée de toute la communication avec les autres patients. D'accord, merci. Et du coup, j'ai une dernière question, et puis après, Est-ce que je peux dire une chose quand même? Comme Catherine tendait un petit peu la perche, j'ai envie de dire, pour faire ces diplômes universitaires, les conditions d'accès, c'est d'avoir un projet. C'est ça. C'est-à-dire qu'avec ce diplôme, qu'est-ce que vous avez envie d'en faire? Voilà. Je pense que ça, c'est un critère qui est important pour être choisi, pour pouvoir entrer dans ce diplôme universitaire. D'abord, savoir ce qu'on veut et vers où on veut aller. Avec ça, voilà. Qu'est-ce que, grâce à ce diplôme, vous allez monter comme projet en tant que patiente expert? Voilà, c'est ça. D'accord. Même si la réflexion peut continuer pendant la formation. C'est en combien d'années le DU? Une année. C'est une année scolaire. Hein. D'accord. On t'écoute pour la dernière question, Mélanie. La dernière question, c'est combien de temps peut-on rallonger le mi-temps thérapeutique? Alors ça… On abordera après, je crois, les questions aussi de… Ouais, ça j'ai quand même une petite réponse, c'est que normalement, c'est les 3 ans au niveau de la Sécu, mais en fait, il est tout à fait possible de demander une rallonge d'1 an. Alors ça, je connais des cas avec ça. Donc ça, il faut quand même connaître cette possibilité. C'est le médecin conseil qui peut décider. Il faut avoir des bons arguments, j'ai envie de dire aussi dans ce cas-là, mais ça existe. Après, je ne suis pas une spécialiste du droit de la sécurité sociale. Oui. Là, c'est vraiment de l'expérience en tant que patiente experte qui parle.
Et on verra dans la deuxième partie pour la question technique qu'il y a toujours une possibilité d'avoir recours à des assistantes ou des assistantes sociales ou des assistants sociaux. Et ça, c'est très important. Donc, merci de le souligner. Ah, d'accord. Mais je vois que sur les fils de discussion, il y a déjà l'adresse du site internet de l'Université des patients de la Sorbonne qui circule. Donc, l'information va très vite. Du coup, c'est bien. Très bien. Mais je vous remercie infiniment. Je vous propose peut-être juste de faire une petite pause de 2 minutes si ça vous va bien. Surtout, enfin, je sais que vous avez hâte de passer à la deuxième partie et on revient très vite. Restez connectés, surtout vous déconnectez pas. On se prend 2 petites minutes pour aller chercher un verre d'eau et on continue après si vous le voulez bien. Merci beaucoup. À tout de suite. Merci à tous.
Voilà. Je pense qu'on peut reprendre tout doucement. Oui, si l'animatrice est là, alors on peut y aller. Tout le monde est resté. Tout le monde est resté. L'auditoire est intact. Vous êtes formidables. Donc, merci toujours de votre présence. On va continuer avec la deuxième partie. Je laisse la parole à Léa. Oui. Alors, on met la technique en place et puis je suis à vous. Bon, cette deuxième partie, elle a pour but de voir un peu comment on peut créer ensemble un environnement responsable et adapté. C'est aussi un choix pour nous qu'il y ait à la fois des personnes du monde de l'entreprise, du monde médico-social ou du grand public, des patients, des proches, qui puissent aussi entendre peut-être cette partie-là, parce qu'il y a une vraie importance pour les entreprises d'aller sur cette question d'environnement responsable et adapté. On va regarder un petit peu, on va d'abord faire le tour des constats. D'abord, économiquement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des vrais enjeux économiques pour les entreprises. En France, pour les employeurs, le coût des arrêts maladie, c'est d'environ 500 millions d'euros par an. Donc, il y a les coûts directs et indirects. À ça s'ajoutent les enjeux qu'on dit organisationnels, c'est-à-dire qu'on va avoir l'absence d'un ou de plusieurs collaborateurs, parfois dans les entreprises, et ça va mener à des changements. Une répartition de la charge de travail, des missions, on va parfois avoir recours à des contrats temporaires, des remplacements, on va devoir former ces personnes, on va réaliser des aménagements, et donc tout ça, c'est aussi des coûts. Finalement, des enjeux sociétaux, en ce qui concerne la désinsertion professionnelle, Sophie vous l'a dit avant, 1 personne sur 3 n'est plus en emploi 2 ans après un diagnostic de cancer. Et enfin, des enjeux humains. Il faut savoir que 12% des personnes qui ont été interrogées dans l'enquête VICAN5 des personnes malades déclarent avoir fait l'objet d'attitudes de rejet ou de discrimination directement liées à la maladie. Et 1 salarié sur 10 déclare que ces attitudes, elles émanent des collègues. Donc, c'est quand même quelque chose qui est présent, qui est là et dont on fait le constat. Simplement pour vous appuyer la dimension des enjeux organisationnels, un petit chiffre aussi. Pour les collègues qui ont été interrogés dans l'Observatoire sociétal des cancers, il y a 43% des collègues qui jugent que l'absence du salarié malade, ça a perturbé l'organisation de l'entreprise. Et là, on retourne aussi sur les enjeux humains parce que finalement, il y a aussi des concepts d'engagement, de motivation, la question de la qualité de vie au travail qui va être directement impactée en lien avec le cancer. Et donc, de ces constats, on ne peut qu'en ressortir que le maintien et le retour à l'emploi, c'est des questions cruciales pour les salariés et les entreprises aussi. Alors, l'idée, c'est de se dire, comment on peut inscrire les enjeux du cancer et de l'emploi dans ce qu'on appelle la responsabilité sociale des entreprises et accompagner les collaborateurs. Alors d'abord, pour vous le partager, ces dernières décennies, on voit que les attentes qui pèsent sur les entreprises, elles ont évolué. On est passé d'une entreprise qui serait uniquement un lieu de production de richesse à une entreprise qui pourrait être un espace de sociabilité, de bienveillance, de solidarité. On parle de responsabilité sociétale de l'entreprise, c'est-à-dire qu'on va considérer l'entreprise non pas comme une structure, mais comme un organisme qui serait en fait citoyen, partie prenante du bon fonctionnement de la société. En tout cas, ça c'est aussi ce dans quoi on croit. Et on observe depuis quelques années que les entreprises, elles font des efforts pour être plus inclusives. Il y a une prise de conscience et il y a des entreprises qui se demandent comment s'outiller pour gérer tant de diversité. C'est cette idée qu'il y a tout un apprentissage à faire pour piloter des situations singulières, comme quand on a des personnes qui sont touchées par un cancer, ou quand on a par exemple des aidants aussi, proches aidants. C'est important de ne pas les oublier. Ce qu'on a remarqué, c'est que l'impact positif de l'inclusion de la maladie au travail, ça va bien au-delà des malades. Ça en va aussi de la culture de l'entreprise, la sécurité psychologique de tous les employés, et vous avez vu les constats qu'on a pu faire avant. Alors peut-être que la question, c'est pas simplement de se dire comment on va gérer les différentes situations, mais comment on va en faire une force. Comment on va valoriser les expériences de vie aussi comme une source d'innovation et de développement. Moi, ce que je veux vous partager, c'est qu'il y a vraiment ce constat que les employeurs, ils ont un pouvoir d'action qui est considérable. C'est à la fois le pouvoir de faciliter la vie des malades et des aidants, c'est d'améliorer leur qualité de vie, mais c'est aussi
de créer de la richesse immatérielle. On parle de cohésion, d'engagement des équipes, de motivation. En plus de ça, c'est de réduire les coûts directs et indirects du cancer pour la société. Donc, comme dit, le pouvoir d'action des employeurs est considérable. Les cancers et les maladies chroniques, ce n'est pas seulement une question de santé. C'est vraiment un enjeu de société et ça touche aussi bien notre quotidien que notre vie professionnelle. Il y a cette idée que la maladie, elle a vraiment une portée assez systémique, assez multidimensionnelle et qu'elle impacte toutes les dimensions de l'entreprise, humaine, économique, organisationnelle, tout ce dont on a évoqué tout ce qu'on a évoqué dans les constats. Finalement, les enjeux, ils s'imposent à l'entreprise qui doit s'adapter et elle se doit de se donner les moyens de mieux intégrer les situations de cancer et plus largement les situations de maladies chroniques au sein des politiques RH, des pratiques managériales, mais aussi d'innover pour construire les pratiques et les bonnes pratiques de demain. Alors finalement, on a observé que pour avoir des résultats qui sont assez tangibles, assez rapidement, c'est l'idée d'ancrer ce sujet dans les stratégies de l'entreprise, avec des engagements qui sont clairs, des actions qui sont concrètes en faveur du maintien dans l'emploi des personnes qui sont touchées. Alors ça peut se traduire par de l'engagement dans du partenariat, dans de la formation, de la sensibilisation, et on y reviendra, des actions de communication, d'information. Ça peut être de mettre en place des personnes liantes au sein de l'entreprise, des référents, référentes. Ça peut être de s'engager dans la signature d'une charte. Ça peut être de mettre en place des programmes de réintégration adaptés. Tout ça, c'est de la valeur ajoutée sur le long terme. Alors, vous allez me dire, OK, on veut bien, super, mais quels sont les leviers? Et là, ce que je souhaite vous partager, c'est aussi que ces leviers, ils sont à destination de tout le monde et ils sont aussi en particulier à destination des personnes, des ressources humaines, des personnes encadrantes, des managers, en fait des premières lignes d'encadrement. Pourquoi? Parce que du diagnostic au traitement au niveau, et jusqu'à la reprise, s'il y a un arrêt, la personne elle va être tout au long peut-être en lien avec son manager direct et va avoir un certain nombre d'éléments à partager au souhait en fonction de ce qu'il souhaite ou de ce que la personne souhaite. Et donc, on se dit qu'un des leviers principaux, Catherine en a parlé avant, c'est d'ouvrir la parole, c'est de permettre la communication. Finalement, de permettre la communication, de se dire est-ce que je vais en parler ou pas, à qui, comment, de quel soutien j'ai besoin dans cette démarche. Et ça permet justement, c'est une réflexion en amont sur la communication, ça permet peut-être que ce soit aussi plus facile pour la suite. Un chiffre pour vous, 54% des actifs considèrent qu'il est difficile de révéler sa maladie en entreprise. Plus de la moitié des actifs. Donc, c'est pour vous dire que peut-être on peut encore améliorer cette dimension de la parole et de la communication. Ensuite, c'est aussi, en faisant ça, l'occasion de proposer de maintenir un lien avec le collaborateur. C'est de laisser une porte ouverte, c'est de peut-être lui proposer de continuer à le tenir informé de l'actualité, des évolutions de l'entreprise, de l'inviter, pourquoi pas, à des temps conviviaux, de proposer aussi un soutien pour les démarches administratives. Tout ça, en fait, ça permet de discuter en amont de la reprise. Et quand on peut en discuter en amont, ça va permettre de sécuriser ces parcours, autant pour l'entreprise que pour la personne. Alors, vous allez me dire, OK, on ouvre la parole et ensuite, qu'est-ce qu'on a avec nous pour nous aider une fois qu'on accepte d'ouvrir la parole et de recevoir tout ça dans les entreprises? Il y a aussi des dispositifs et des possibilités d'informer. Pour vous donner 2 chiffres que je vous ai mis là en bas, il y a 80% des actifs interrogés qui souhaitent plus d'actions de formation en entreprise sur ce sujet. Et il y a 72% des actifs qui ne connaissent pas de dispositifs mobilisables pendant ou après la maladie, donc des actifs. Ça montre à quel point il y a un besoin de formation, de sensibilisation, de pouvoir partager des éléments. Alors, d'abord, des acteurs qu'on ne connaît pas toujours, mais qui sont en fait très utiles dans ces parcours. Le médecin du travail, les ressources humaines, le service de santé, on verra après qu'ils sont directement en lien avec certains dispositifs. Et ça peut aussi être des acteurs externes. Alors, la liste n'est pas exhaustive, mais je vous en partage quelques-uns. Notamment le service social de la CARSAT. Alors, la CARSAT, c'est la Caisse d'assurance retraite de la santé au travail en Alsace-Moselle, donc
chez nous, un organisme de la sécurité sociale et qui propose d'avoir accès à des rencontres avec une assistante sociale, par exemple, qui peut aiguiller. On parlait avant du mi-temps thérapeutique, des questionnements comme cela, et ça peut tout à fait être discuté avec l'assistante sociale. Ça peut être aussi le SAMES, par exemple. Alors, je ne l'ai pas mis là, mais c'est le service d'aide au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés. Ça peut être le Cap Emploi, ça peut être l'AGFIP, qui est l'association de gestion du fonds pour l'insertion des personnes handicapées. Ça peut être les mutuelles, les prévoyances, Pôle emploi avec les accompagnements. Et déjà de connaître ces acteurs et de savoir en quoi ils peuvent nous être utiles, c'est une force. Quelques dispositifs... Peut-être la visite de pré-reprise qu'on entend encore, qui n'est pas toujours utilisée. Cette visite de pré-reprise, elle est en lien avec le médecin du travail. Ce n'est pas la même chose que la visite de reprise. C'est une visite qui peut se faire en amont de la visite de reprise, pour pouvoir discuter d'un certain nombre d'aspects en lien avec le retour à l'emploi. Ça peut permettre de poser ces questions en amont et de mieux préparer. On parlait avant du temps partiel thérapeutique, de même, les aménagements de travail, on a des conseils en ergonomie qui sont possibles. Récemment, le télétravail, vous l'avez peut-être entendu, peut aussi être utilisé comme un levier. C'est-à-dire que ça peut aussi être une solution d'organisation du travail qui permet le maintien et le retour à l'emploi, peut-être dans des circonstances qui peuvent être un peu plus faciles. Et quelque chose dont on veut vraiment vous parler, c'est la RQTH, donc la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Et là, je laisse Sophie vous l'expliquer parce qu'elle l'explique bien mieux que moi. D'accord. Donc, je reprends la main. Donc, la reconnaissance de travailleur handicapé, c'est quelque chose de très, très important de façon générale et qui est souvent sous-employé. Parce qu'il y a une méconnaissance à ce sujet. Alors, d'abord, deux choses principales pour la RQTH, c'est qu'elle est volontaire. C'est la personne qui le demande, qui décide de l'avoir, qui décide de la demander. Et quand et si elle l'a, c'est elle qui décide à qui elle le dit, à qui elle la communique. Et ça, c'est très important. Vraiment, vraiment très important. Elle est demandée à la Maison des personnes handicapées d'IMDPH. Donc, c'est un dossier qui se retire sur leur site. Et c'est l'AMDPH qui va donner cette décision. Alors, elle est utilisée pourquoi? Donc, pour ce problème de connaissance, mais surtout dans le cadre du cancer, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que le cancer fait partie des maladies invalidantes pour la Sécu qui donnent accès à cette RQTH. Et au moment où il est intéressant de la demander, c'est souvent un moment où on sent au mieux. C'est-à-dire que moi, ce que je conseille, c'est de la demander dès qu'on sait qu'on va retourner en emploi et de ne pas attendre d'y être pour savoir si on en a besoin ou pas. Et au moment où on se sent mieux, on va décider de retourner en emploi. On est souvent vers la fin de l'arrêt maladie, les soins sont un petit peu derrière soi, on reprend des forces et on se sent bien à ce moment-là. Puis on ne se sent pas forcément handicapé. Parce qu'à ce moment, on n'est pas forcément confronté à ce qu'on peut appeler une situation handicapante. En fait, lorsqu'on retourne en emploi, le corps et l'esprit vont être mis vraiment à être à épreuve, comme je l'ai dit auparavant, au niveau de les forces. Et c'est là où on va voir aussi certaines séquelles qui vont apparaître à ce moment-là. Donc, il vaut mieux faire une demande de reconnaissance de travailleur handicapé à un moment, effectivement, où on sait qu'on va aller en emploi, parce que les MDPH qui ont un rôle important, ont beaucoup de travail et peuvent avoir certains délais qui, pour certaines, sont longs, et de l'avoir déjà au moment où on en a besoin, que plutôt qu'au moment où les séquelles arrivent, où on se sent mal au travail, qu'il y aurait des choses à mettre en place qui sont réservées pour les personnes handicapées et d'attendre des mois et des mois pour l'avoir. Et que quand au moment où on se sent bien, on n'a pas envie de repenser à la maladie, on a juste envie de mettre le cancer derrière soi et de dire c'est fini. Et de demander de cette RQTH, c'est comme si on faisait perdurer la maladie dans le temps. Non, c'est pas ça. D'abord, la reconnaissance pour travailleurs handicapés, c'est souvent pour des gens qui travaillent, ce sont des travailleurs. C'est une reconnaissance à un statut qui permet de dire à cette personne, elle a peut-être certainement des limites, soit physiques, voire même mentales, qui, dans un contexte de travail, ne l'empêchent de faire tous les actes du métier. Donc, ça va être une protection qui est donnée avec des contre-indications médicales par le médecin du travail, ça c'est important, et dont l'entreprise doit la respecter. Ça, c'est vraiment. Et lorsque les limites sont respectées, qu'on ne les dépasse plus, l'énergie qu'on n'a pas forcément, cette fameuse fatigue importante dont je vous parlais, elle n'est pas forcément remise en cause et il y a un nouvel équilibre qui se fait.
parce que c'est ça aussi, l'après-cancer, entre guillemets, c'est une nouvelle normalité qui doit être mise en place avec la nouvelle personne qu'on est devenue, parce qu'il peut y avoir des séquelles qui vont mettre beaucoup de temps à disparaître à ce moment-là. Donc, cette reconnaissance de travailleur handicapé, elle ouvre à plusieurs choses. Donc, il y a des contre-indications avec le médecin du travail. Il y a surtout un fonds financier qui permet d'avoir du matériel adapté pour les entreprises. Ça s'appelle l'AGFIP, c'est l'organisme qui gère ces fonds-là. Ça permet aussi, lorsqu'il y a un besoin de reconversion professionnelle, lorsque la personne sait qu'elle ne peut pas faire son métier d'avant, et d'avoir un fonds pour les coûts de formation, même pour les personnes qui sont demandeurs d'emploi au Pôle emploi, qu'on a allocation de retour à l'emploi, donc ça c'est 75% du brut, une allocation de retour à l'emploi, lorsqu'elles rentrent à formation, si elles sont une reconnaissance de travailleurs handicapés, elles peuvent, à leur choix, bénéficier de leur salaire d'avant ou de l'ARE. Donc ça a vraiment des incidences importantes sur la vie de la personne. De plus, il existe en France tout un système d'accompagnement des personnes handicapées qui est réellement bien mis en place. On a parlé de Cap Emploi, avec des accompagnements spécifiques. Et il est dommage que les personnes ayant eu un cancer, n'ayant pas la RQTH, qui est quand même une grande majorité de personnes, ne peuvent pas bénéficier aussi de ce qui existe déjà. D'où l'importance de ces RQTH. Maintenant, c'est au choix de la personne de la demander ou pas, mais il faut faire un choix éclairé, c'est-à-dire de bien connaître, savoir ce qu'on pourrait faire avec ou ce qu'on ne peut pas faire avec et voir si ça peut correspondre. Et jouer un peu la sécurité aussi. Il vaut mieux l'avoir et ne pas en avoir besoin, comme je vous ai dit, que le contraire. Merci beaucoup, Voilà. Sophie. J'en profite pour ajouter, je l'ai vu dans les commentaires et je pense que c'est assez pertinent dans les acteurs internes. Je n'ai pas mis les représentants du personnel, les syndicats, je n'ai pas mis les services de qualité de vie au travail. Il y a plein d'autres acteurs internes, effectivement, qui sont très importants. Donc, je souhaite le souligner parce qu'il y a un vrai rôle à jouer aussi pour ces personnes, notamment pour qu'elles puissent se former et être liantes au sein des entreprises. Simplement, un dernier chiffre pour vous dire un petit peu ces aides à la reprise là, dont on a parlé. C'est seulement 42% des personnes malades qui déclarent avoir bénéficié d'une aide à la reprise. Donc, ça comprend la visite de pré-reprise, les aménagements, le mi-temps, la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. C'est pour vous dire à quel point on a un vrai rôle au niveau de l'information pour la transmettre auprès des personnes qui en auraient besoin. Alors, pour finir, ce que je voulais vous transmettre, c'était vraiment ça, c'était de dire qu'on peut apprendre à concilier la maladie et le travail pour que ce soit une équation qui soit gagnante pour l'ensemble des personnes au sein des entreprises. Je vous partage aussi un témoignage que j'ai pu avoir récemment qui m'a marqué et je me suis dit on a encore du chemin à faire ensemble. C'était une personne qui me disait elle est revenue en emploi, elle est revenue dans une période, vous le savez, de pandémie qui n'est pas forcément évidente. Et puis elle m'a dit c'est simple, j'ai été accueillie rapidement, entre deux portes, j'ai repris mon poste, je ne savais pas trop où les projets en étaient depuis le temps. Et elle m'a fait part de... Vraiment, elle était triste d'avoir ce retour qui n'était pas bien préparé. Et peut-être qu'un dernier point qu'on peut souligner, c'est de préparer, de soigner le retour, de réfléchir ensemble à la période de retour qui est la plus propice pour le salarié. Et tout ça, c'est des choses qui ne coûtent rien à faire, qui sont simplement dans le lien à l'autre, dans la communication. Et déjà, ça peut faire beaucoup. Donc voilà, mon message, c'est vraiment de dire qu'on peut concilier la maladie et le travail. Et d'ailleurs, Catherine va nous parler d'une situation terrain qui va peut-être vous donner quelques clés aussi. Merci en tout cas pour votre attention. Catherine, je te partage les fiches en lien avec ta présentation. Oui, mais peut-être pas tout de suite. Je ne sais plus dans quel ordre. Bon, en plus, il y a plein de questions, donc je vais essayer aussi de voir. Bon, alors, ce que je vais essayer d'exposer, c'est juste ce qu'on appelle une petite expérience, rien de plus, qui a été conduite à l'initiative d'une patiente, non, de deux patientes, comme elle s'appelait elle-même salariée patiente. Et donc, d'ailleurs, une est décédée et l'autre a dit je dois, c'est mon héritage, je vais lui rendre hommage, on fera ça. Donc, c'est des antennes cancer et travail qui ont été mis donc dans
dans une grande entreprise. Et moi, ma contribution, ça a juste été, si je peux partager l'écran, je vais juste montrer, c'est tout, quelque chose de simple. Je pense que si je fais partager l'écran et que j'appuie ici, ça devrait aller. Vous allez me dire si ça marche. Oui, ça marche. Super, on est bon. Ouais. On est bon, mais moi, il faut que je... Donc, l'idée, c'était juste, en fait, de mettre en place, ce qui a été dit tout à l'heure, des espaces d'écoute. Donc, c'est juste un manuel d'écoute et d'accompagnement pour les entreprises. Je passerai les affiches tout à l'heure. Donc, c'était de dire peut-être que si on sensibilise, mais si on sensibilise les personnes de l'entreprise, et que, si vous voulez, moi, je me suis engagée dans cette affaire parce que, effectivement, comme d'habitude, le fait que ça soit porté par des salariés patients, le fait que dans les antennes, ce soit des personnes directement concernées ou proches aidants, c'est-à-dire des personnes qui donc se trouvaient dans des situations d'accompagner le cancer d'un proche, le cancer d'un enfant, etc. Le fait que c'était ces personnes-là qui ont fait une forme, elles le disent elles-mêmes, de outing, c'est-à-dire le fait de pouvoir dire dans une entreprise, non seulement j'ai eu ça, j'ai eu un cancer, mais en plus je m'occupe et je rentre dans ces fameuses antennes cancer et travail sur donc dans plusieurs régions de France, puisque l'entreprise avait plusieurs sites, parce que c'est une entreprise de 25 000 personnes. Donc, on a formé 158 personnes, et je crois qu'on est encore en train de terminer les formations, mais ce qui a fait la différence, c'est que, c'était des antennes, donc d'abord RSE à l'initiative d'une patiente, donc ce n'est pas du tout le même climat. Il n'y avait pas, si vous voulez, peut-être la suspicion qu'il y a parfois quand c'est alors soit trop médical, soit trop RH, on dit oh là là, je ne peux pas le dire parce que je sens que ça va me retomber dessus. Le fait que les antennes, c'était on est 6 ou 7, on reçoit ensemble et on met nos compétences ensemble. Et donc, on fait des espaces d'écoute où les personnes peuvent venir tous les jeudis, par exemple, entre, je ne sais pas moi, 12h30 et 15h, voilà, on fait une permanence. Donc, ça veut dire que l'entreprise était OK pour que ça soit pris sur le temps de travail des personnes, de toutes les personnes, que la formation soit prise sur le temps de travail, etc. Et donc, à partir de là, qu'est-ce que je peux en dire très très rapidement avec 4 affiches après, où on voit que ce qui est important, c'est de pouvoir être présent à chaque étape. Et ça, c'est les affiches d'après. Dans l'ouvrage, les leviers de l'accompagnement donc en entreprise, le concept de rétablissement, les besoins des salariés. À chaque étape, ce n'est pas du tout la même pendant la phase diagnostique, la phase des traitements intensifs, la phase après les traitements. Donc après, tous les thèmes de counseling, donc les thèmes de counseling sur cancer et travail, ça a été déjà un peu abordé tout à l'heure, mais ce sont des thèmes profondément humanistes, importants et cruciaux. La perte du sentiment d'appartenance. On m'a oublié, ça intéresse personne, ou inversement, la peur d'être oublié avec des choses très simples. Je ne reçois plus les choses pour Noël, je ne sais plus, on avait l'habitude de fêter les anniversaires, les naissances, la peur de perdre son emploi, les difficultés de communication avec les collègues quand on revient, qu'est-ce qu'on dit, mais aussi quand on accueille la collègue quand on revient, qu'est-ce qu'on dit, enfin, dans les deux sens, les conflits de loyauté. Les personnes ont besoin, c'est important qu'il y ait des espaces pour pouvoir exposer tout cela dans des groupes où il y a une véritable écoute. Là, je crois qu'ils n'ont pas besoin de moi. Là, il faut que je puisse rentrer parce que c'est le moment où il y a le plus de charge de travail. Enfin, il y a toutes ces choses. Le désir de reconnaissance, se sentir autre, être accepté comme étant autre et en même temps le même. C'est vrai que moi, j'avais eu ça avec les patients, mais j'avais eu ça aussi dans le VIH. Donc, un patient peut très bien dire, et il va très bien s'il dit ça, oh, avec ce que j'ai vécu, c'est pas un petit chef haillon qui va me dire ce que je dois faire, hein. Ça c'est fini, hein, ce type d'autorité là,
à la rien du tout, je ne marche plus. Enfin, donc, vous voyez, il y a plein de choses modification de ses priorités, l'image corporelle, bien évidemment, fatigue et pénibilité. Donc, qu'est-ce qui est mis en place? Les aménagements, toujours la même chose. Les aménagements ne doivent pas forcément être décidés pendant que la personne n'est pas là, parce qu'elle rentre, il y a des aménagements, elle dit « Oh là là, ils ont déjà prévu de me mettre au placard ou quoi ?» Enfin, je veux dire, ce vécu-là, toutes ces intentions à l'autre, ça ne suffit pas de manier des textes, des législations, des intentions, si on ne travaille pas ça avec l'autre. Justement, cette dimension, encore une fois, patient à patient, personne ayant vécu l'expérience, partir de la personne et pas d'une chose. Le sentiment de discrimination, ça, on l'a dans Vican 2, dans Vican 5, les personnes qui se sentent discriminées. Alors, je ne sais pas si vous avez vu la diapo de Vican 5, il y a un lien entre les sequelles, le nombre de sequelles et le sentiment de discrimination, et il y a aussi un lien entre les personnes qui gagnent plus de 5 000 € par mois sont 2 fois moins exposés à la discrimination que les gens qui ont moins de 1 500 € par mois. Donc, on voit qu'il y a plein de choses au niveau social. Évidemment, la peur de la rechute, les erreurs, les erreurs de communication, les mots qui font mal. Tout à l'heure, si vous voulez, je pourrais vous en lire quelques-uns. Et donc, on avait mis en place donc maintenant les affiches. Si tu veux bien, Léa, j'enlève moi ce toc. Les affiches. On a essayé de faire une approche par phase avec les besoins et en montrant la psychosociologie le vécu de groupe. Oui, tout à fait. Donc là, on travaillait, donc on avait mis dans des grandes salles des grands posters de, je ne sais plus moi, 1,50 m, 2 m, etc., en disant finalement, si on met en haut ce que ressent la personne et aussi ce qu'on appelle les réactions organisationnelles et aussi subjectives au niveau de l'entreprise, c'est-à-dire la personne, bon, au moment de l'annonce, évidemment, des incertitudes, des peurs, une attente, puis déjà des décisions à prendre. Mais qu'est-ce qui se passe au niveau du groupe? Parce qu'en fait, une personne en emploi, c'est une personne qui coexiste avec d'autres. Donc, d'abord, des réactions subjectives, des inquiétudes des personnes proches, compassion. Et puis, dans les entreprises, moi, ils m'ont appris des choses. Ils m'ont dit, oui, aussi l'ambivalence. Hein. Je m'excuse de parler comme ça ce soir, mais il faut dire aussi des choses vraies. Oh là là, elle était en train de vouloir avoir ce poste, je sens que je vais peut-être l'avoir. Bon. Mais c'est pas bisounours partout dans la vie. Hein. C'est pas lié forcément ça au fait d'entreprise. Les réactions organisationnelles, ça déstabilise. Ah ouais, on va faire quoi? Des incertitudes au niveau organisationnel qui ne sont pas les mêmes incertitudes que la personne. Puis aussi des émotions collectives. D'ailleurs, c'est très important quand il y a des personnes dans l'entreprise qui parlent parce qu'elles donnent déjà l'espoir à tous les autres, bien entendu. Et donc là, on voit les axes prioritaires d'intervention, donc soutenir la dimension médicale et psychologique par rapport au schéma d'à côté, rassurer sur la dimension professionnelle. Donc là, c'était ce qui a été dit tout à l'heure, l'information immédiate sur le dispositif de protection des salariés, l'aide à la prise de décision dans le cadre de l'antenne, hein, partager ou non le diagnostic avec qui, quand, comment, quoi dire, c'est beaucoup mieux si on parle de ça avec quelqu'un à qui c'est arrivé dans la même entreprise, parce qu'il va lui dire, tu sais, voilà, moi, tu pourrais faire comme ci ou comme ça, puis s'ils sont plusieurs, c'est encore mieux. Ouais, moi, je pense que tu as intérêt à aller là. Si tu le dis là, comme ça, parce que... Bon. Donc, on voit que ça va être important. Et puis, la gestion des émotions collectives, la personne se dit, mais c'est bizarre qu'on réagisse comme ça. Et d'ailleurs, dans Converser, dans Questions et Réponses, vous savez ce qui ressort? C'est exactement ça. Des gens qui disent, bah voilà, moi, comment ça s'est passé? Comment a réagi donc le collectif entreprise dans lequel j'étais? Tout ça, ça fait mal. C'est vraiment, on pourrait dire, c'est des pertes de chance, quoi. Des pertes de chance parce que tout ça, ça conduit aussi à de la souffrance évitable, à de la dépression, à de la déprime. Alors, vous rentrez dans votre traitement et déjà, vous avez à peine quitté votre entreprise que déjà, il y a eu des réactions, des choses et vous vous dites, enfin, c'est dur, quoi. Phase d'après. Phase intensive des traitements. J'ai lu Converser pendant la pause, je n'ai pas pris de pause, des questions, etc. Donc, je réponds à 2 ou 3 choses. Là, qu'est-ce qui se passe? Changement. Image de soi.
l'intensité, le temps que ça prend. Les personnes disent ça prend tout mon temps, tout mon agenda, se soigner. Des décisions, c'est pas du tout les mêmes que celles d'avant. Puis l'espoir, ce besoin d'espoir, réaction subjective. On peut commencer à oublier la collègue qui n'est pas là au début, voilà, un SMS, et puis 2 ou 3, puis un peu moins, puis comme elle ne répond pas, on ne sait plus, on n'ose pas. Les liens qui se créent, ou au contraire les liens qui se délient un peu. Des inquiétudes, bien évidemment. Au niveau organisationnel, toujours l'incertitude. On peut aussi commencer à oublier. On nous dit philosophiquement qu'on est irremplaçable, mais on nous remplace. L'anticipation, création organisationnelle, ça c'est l'organisation qui se met en route et qui dit bon, il faudrait qu'on anticipe. Est-ce que quelqu'un a des nouvelles? Non, on n'est pas censé en avoir forcément, mais bon, combien de temps son absence? Est-ce qu'il faut qu'on prenne un stagiaire? Qu'est-ce qu'on fait, etc. Donc on voit bien que ce n'est pas les mêmes vécus. Les axes prioritaires d'intervention, donc là, d'abord soutenir la dimension économique, ça c'est complètement important. Des informations sur les dispositifs et ressources disponibles, c'est ce qui a été dit, c'est ce qui va être dit tout à l'heure. Explorer la dimension sociale, la prévention de la désocialisation. Il y a aussi des personnes seules, où les seuls amis, ou très peu d'amis, ce sont des collègues. Donc, s'il n'y a plus les collègues, l'information sur les ressources associatives, ça c'est complètement important. Les gens ne savent des fois même pas ce que c'est qu'une association. Donc, il faut continuer les donner. Bien sûr que l'hôpital, les centres de soins les donnent, mais il faut donner. Orientation par le biais des collègues, les appels, protéger la dimension professionnelle, maintenir le lien, le sentiment d'appartenance, réponse aux questions sur traitement du cancer et travail, exploration du degré de préparation à la reprise du travail. Mais quand on dit est-ce que la personne est prête, moi je dis toujours attendez, est-ce que l'entreprise elle est prête? Qu'est-ce qui a été fait dans l'entreprise pour que la personne elle revienne? Parce que si on prépare la personne et qu'on ne prépare pas l'entreprise, eh bien on rate la moitié des choses et l'information sur les réaménagements possibles et la prévention des discriminations, je crois que c'est Canceratoire qui a fait tout un travail sur le climat. Donc social des entreprises par rapport au cancer, et puis valoriser les activités de care, c'est-à-dire qu'il faut arrêter de dire qu'une personne qui est malade, qui est hospitalisée, elle ne fait rien. Non, enfin, vous le savez vous-même, puisqu'on est plusieurs à être très, très proches ce soir, on ne fait pas rien, on travaille intensément à plein d'autres choses. Ah oui, alors c'est pas productif? Ah ben si, se maintenir en vie, c'est participer, c'est une capacité productive, c'est une compétence, on participe au maintien de soi en vie, on participe donc au maintien de la vie, au sentiment de continuité nécessaire entre nous, entre les êtres, on a besoin de penser ça et on participe aussi à la collectivité. Donc déjà, modifier là aussi beaucoup de choses. Donc celle d'après, et puis surtout il faut me dire voilà combien de temps il me reste, etc. Moi, je n'ai pas de problème. On est déjà un petit peu en retard, mais ok, alors on va très vite. Non, si donc, tu veux terminer, vas-y. Donc 2 ans après le diagnostic, ça veut dire la personne revient avec 1 an de période intensive de traitement, etc. Eh bien il y a tout le travail du se rétablir, la vulnérabilité résiduelle, suivi de surveillance. Vous savez que dans les suivis de surveillance en oncologie, on a des chiffres, je ne sais pas s'ils sont fiables, mais on dit qu'il y a 20% qui ont arrêté leur suivi de surveillance parce qu'on n'ose pas redemander, notamment les personnes qui travaillent. Je ne vais pas redemander, je ne vais pas me faire remarquer, puis je ne veux pas. Enfin, bon, les effets tardifs des traitements, c'est très très peu connu quand on a donné des formations auprès des managers, mais jamais on leur avait expliqué des effets tardifs de traitement avec des décisions à prendre qui sont pas les mêmes, les réactions subjectives, les réattachements, faut faire des liens, etc. Encore des hésitations, la déception aussi. Avant, voilà, c'était ma collègue, mais je trouvais que c'était ma copine. Maintenant, non. L'espoir organisationnel, des étonnements. Avant, on l'entendait pas. Maintenant, voilà, il est très, très agressif. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être le traitement, peut-être qu'il dort mal, etc. Les émotions collectives. Et donc là, tout ce qu'il va falloir faire. La dernière, parce que comme je suis en retard,
Eh bien oui, 5 ans après. Et si on continuait? Si on continuait à faire attention? Attention déjà entre soi. Là, quand il y a plusieurs salariés, c'est bien parce qu'en fait, et des proches aidants, ils font attention à eux, entre eux, parce que c'est encore fragile, il y a encore des incertitudes. On sait que maintenant, il y a du stress post-traumatique lié à un cancer, on le retrouve 5 à 10 ans après l'annonce, la peur de la récidive, il y a même des groupes de parole et de counseling, j'ai vu en Angleterre sur la peur de la récidive. C'est encore un autre type de décision. Maintenant, ça peut stabiliser, peut-être qu'il y a des traitements qui s'arrêtent à 5 ou 7 ans, je ne vais pas les citer là, mais vous les connaissez. Donc peut-être là, je peux, allez, j'y vais, je vais ici, je vais là. Et puis les dimensions, donc accueil et validation des changements de priorité, des repositionnements de la personne, protéger la dimension économique, la formation sur le droit à l'oubli, les dispositifs ressources. Si je n'ai pas beaucoup de temps, peut-être j'arrête là, parce que c'est important ce qui va être dit ailleurs. On pourra toujours reprendre ça en discussion. Merci, merci beaucoup Catherine. Alors oui, il y a eu beaucoup de questions, on va peut-être pas pouvoir toutes les traiter, mais en tout cas, il y avait pas mal de questions, notamment sur la pré-reprise. On peut peut-être juste poser celle-ci avant de continuer. Il y a eu plusieurs questions. Comment demander une visite de pré-reprise à la médecine du travail? Combien de temps avant la reprise du travail doit-on faire la demande? Et qui est habilité à faire cette demande de pré-reprise? Là, je peux donner certains éléments. En fait, la visite de pré-reprise, elle peut soit être demandée par la personne salariée, soit par l'employeur auprès du médecin du travail ou de la médecin du travail directement. Il faut savoir qu'il peut y avoir plus qu'une visite de pré-reprise. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui font plusieurs visites de pré-reprise en lien avec le médecin du travail pour pouvoir préparer encore mieux en amont. Mélanie, la toute fin de la question, tu peux me la répéter? C'est la visite de pré-reprise peut-elle se faire à la demande de la personne, du patient? Oui. Et combien de temps aussi en général avant la reprise il faut faire la demande? Ou la demande doit être Là, faite? c'est vraiment en fonction du vécu des personnes. Elles peuvent faire la demande avant, mais elles peuvent la faire, elles peuvent la faire simplement quelques semaines, ça peut être quelques mois. C'est vraiment en fonction des besoins. Sophie, ton micro. On se prend encore 2 minutes. Je me permets de te dire, parce qu'il y a plusieurs personnes sur le fil de discussion. Ah, pardon. Et j'avoue que j'étais assez d'accord avec Oui, elle. pardon. Pour moi, la visite de pré-reprise ne se demande pas par l'employeur. viens Ça de se demande voir. par la personne. Tout à fait. Voilà, c'est La tout. personne, le médecin traitant, il me semble, et le médecin conseil aussi, c'est ça? Alors, et il y a une autre question, peut-elle demander par les fonctionnaires? Je vais répondre oui. Disons, je pense que oui, on va dire plutôt ça. Je pense que oui, tout à fait. Après, même les fonctionnaires, agents publics et contractuels de l'État ont accès à la médecine du travail. Voilà, c'est tout. Ok, merci. Pardon, juste pour finir, c'est vraiment un dispositif qui est parfois peu connu et qui peut vraiment aider à mieux anticiper la reprise. Donc, à ne pas hésiter à en parler autour de vous aussi. Merci. Il y a aussi des questions sur le secret médical. Là, vous pouvez répondre chacune à votre niveau. Notamment, il y a une question sur est-il prévu de modifier la loi sur le secret médical au sein des entreprises? Parce qu'il peut y avoir le cas où l'employeur n'a pas connaissance de la maladie d'un collaborateur et du coup, il ne peut pas agir dessus. Car cela pourrait passer pour une intrusion dans la vie personnelle. Donc, comment ça peut se passer dans ces cas-là, effectivement, où il y a ce secret qui est en place? Alors ça, effectivement, c'est un sujet qui est un petit peu délicat parce qu'il y a déjà d'abord la question de dire est-ce que je dis à mon employeur j'ai un cancer ou pas? Et ça, c'est une question où je n'ai pas de réponse générale, ça dépend tellement des cas particuliers. C'est la personne en elle-même. D'abord, il faut qu'elle soit à l'aise avec sa propre maladie. Il faut avoir confiance effectivement à l'employeur parce que les discriminations existent bien par rapport à ça. Effectivement, on pourrait se dire de ne pas le dire, ça permet de se protéger. Moi, j'ai connu des gens qui, pendant leur arrêt maladie, n'ont jamais dit, et même des soignants, qu'ils avaient il ou elle un cancer, mais en même temps, ça se coupe à ce moment-là du support que l'entreprise peut apporter à l'employeur. Et je pense que, effectivement, de façon générale, les RH vont essayer de dire non, on n'embête pas quelqu'un qui est en arrêt maladie, c'est vrai, mais si la personne elle-même dit non, j'ai besoin de garder contact, ne coupez pas
mon adresse email, permettez-moi d'avoir accès peut-être à un ordinateur professionnel, avoir cet accès-là. Si la personne elle-même peut décider de faire une annonce de son cancer, c'est des choses qui peuvent se passer. En fait, c'est à la main de la personne qui est malade. C'est ça qui est important. Et si l'entreprise de service RH, s'ils sont bienveillants et entendent que ça vient de la personne, il y a peut-être quelque chose à mettre en place à ce niveau-là. Je ne sais pas si ça peut se régler d'un point de vue purement légal, comme j'ai vu dans le fil de discussion, mais je pense que la personne peut agir dans ce sens et de dire oui, pour moi, c'est bon à un certain niveau. Ok. Merci. Est-ce que Catherine ou Léa voulez rajouter quelque chose? Bon, ça me semble vachement clair. Oui. Moi, je voulais quand même rajouter quelque chose. Effectivement, ce qu'on a vu, c'est que pour préparer une réintégration réussie en emploi, ça doit se faire au bon moment par rapport à ses forces physiques et mentales. Ça doit se préparer en avance avec la visite de pré-reprise. Effectivement, effectivement, quand il y a des protocoles de réintégration, de pouvoir les utiliser. Ça se fait plus dans les grandes entreprises, mais justement, par rapport à la Ligue, on va vous en parler après, on peut intervenir dans les petites et moyennes entreprises pour donner ce support-là, parce qu'effectivement, les services de santé de qualité de vie au travail, c'est surtout dans les grandes entreprises, mais la Ligue entreprise est là aussi pour ça. Donc, vraiment, la préparation, la communication qui permet d'eux. Et le temps partiel qui permet de pouvoir revenir au fur et à mesure et de tester ses propres forces. Et à ce moment-là, comme disait là, le télétravail peut être un lien aussi entre le mi-temps thérapeutique et une reprise à temps complet avec cette transition qui permet quand même de gérer ses forces à la maison. Voilà. Merci Sophie. Que d'informations. Du coup, on va pouvoir faire le lien avec la troisième partie, notamment sur les services que la Ligue contre le cancer peut aussi apporter dans ces cas précis. Léa? Oui, tout à fait. Alors, ce qu'on vous présente, en fait, vous l'avez entendu avant, c'est le programme qu'on appelle Ligue Entreprise. C'est un programme qui est national, comme je vous l'ai dit au début, et qui est décliné dans les différents comités de la Ligue. Et l'idée, c'est vraiment qu'on puisse adapter ces quatre grands axes en fonction, après, en local, chacun des comités. L'idée, c'est de contribuer à changer de regard sur le cancer. C'est aussi ça qu'on vous propose ce soir, c'est de favoriser le maintien et le retour à l'emploi. Vous avez vu à quel point cette question, elle peut être importante. De participer à la démarche RSE et puis de réduire le nombre de cancers évitables. Sophie vous en a parlé au début. Et donc, il y a des actions qui sont proposées. Je vais vous présenter celles qui sont à destination des entreprises en ce qui concerne le cancer et l'emploi. Il y a d'abord une animation qui s'appelle Cancer et emploi et si on en parlait, qui peut être réalisée à l'aide d'un serious game. Alors, vous le voyez en photo. C'est un jeu de plateau, en fait, avec un dé et des cartes. Et l'idée, c'est de pouvoir parler à la fois de l'annonce, du traitement et puis de la reprise, assez librement ensemble, en collectif, les uns avec les autres, et puis de pouvoir partager sur cette thématique et de voir que oui, c'est vrai que parfois le cancer est tabou, mais quand on commence à en parler, eh ben, on peut aussi se permettre d'apprendre des choses dessus et puis peut-être casser un peu le tabou là-dessus. Donc ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième, c'est une sensibilisation donc qui est en inter-entreprise ou en intra-entreprise, à destination des ressources humaines, des RH, des services de santé au travail, le pôle de qualité de vie au travail, les personnels encadrants de manière générale, le CSSCT, les représentants des personnels. L'idée, c'est de mieux comprendre la maladie, mais c'est aussi, et là, j'appuie vraiment là-dessus, sur le fait de développer des savoirs et des savoir-faire pour accompagner des collaborateurs touchés par la maladie. Catherine, avant, elle nous parlait des mots qui font du bien, des mots qui font du mal, de comment on peut être dans l'écoute dans ces situations-là. On disait permettre la communication, mais comment on peut écouter, dans quelle posture on peut être, quelle pourrait être cette posture et de pouvoir aussi s'observer en disant quelle pourrait être ma réaction si un de mes collaborateurs venait m'annoncer son cancer, si ça n'a pas déjà été le cas dans le passé. C'est aussi de faire un point un peu plus précis sur les dispositifs d'aide dont on vous a parlé, d'aide à la reprise et puis les acteurs de manière générale. Donc voilà, cette sensibilisation, on la propose et on a espoir qu'elle puisse effectivement faire développer des savoirs et des savoir-faire pour mieux gérer la question de la maladie en entreprise. Sophie, ton micro. Le micro, Sophie.
Sophie, le micro. Oui, je disais, j'étais sur le fil de discussion, les questions-réponses pour aider aussi Mélanie, et je répondais aussi à des questions en même temps parce qu'il y a énormément de choses qui sont très intéressantes. Je vois qu'il y a un public aussi qui s'y connaît. Vraiment, enfin voilà, moi aussi, ça m'apprend des choses, ça me permet d'avancer. Donc voilà, donc là, je vais vous parler un petit peu plus de moi et de ce que je fais à la Ligue. Alors, la première slide, c'est d'abord mon côté plutôt patient experte. Et c'est vrai que j'ai vu dans les fils de discussion, quelqu'un poser la question de quelle est la différence entre patient expert, patient partenaire. Il existe aussi la notion de patient formateur. J'ai envie de dire que c'est selon le contexte où la personne va exercer. Et que les patients experts ou les patients partenaires peuvent s'intégrer effectivement là beaucoup dans les hôpitaux, dans les équipes soignantes sans être un soignant, et ça permet d'être un relais entre les soignants et les patients, ou de donner un avis, ou de participer aussi à des réunions qui peuvent être pluriannuelles, hein, et de porter une certaine voix. Maintenant, on a aussi des patients formateurs qui interviennent vraiment dans la formation des soignants, dans les IFSI. Ça, ce sont des choses c'est des fonctions qui sont émergentes en France et qui tendent même à devenir un métier. C'est-à-dire que certaines personnes en France sont en train de se faire rémunérer pour ça, pas forcément à temps complet, mais ça leur permet aussi ainsi d'avoir un nouvel objectif professionnel qui soit adapté aussi à leur propre santé. Donc, de façon un peu plus précise, hein, le patient expert ou la patiente experte a développé au fil du temps une connaissance fine de sa maladie et appris à vivre avec, est acteur de sa propre santé et personne ressource pour les autres. Ça, c'est très important. Et c'est une personne qui a fait aussi un retour réflexif sur son propre parcours. Ça, c'est vraiment… Donc, il existe des formations en France et il existe la diplômante qu'il y a à l'Université des patients. Donc, il donne aussi une légitimité. Et dans cette formation, il y a des connaissances médicales de base, il y a le retour réflexif, il y a aussi l'aide à la construction de son projet professionnel. Effectivement, c'était passionnant. Voilà, donc ça, c'est… Voilà. Est-ce que tu peux passer la deuxième slide maintenant, s'il te plaît? Voilà, alors, spécifiquement à la Ligue… Ah oui, ce que je voulais rajouter, c'est que si j'ai décidé de devenir patiente partenaire, ou si patiente experte, c'est que pendant longtemps, j'ai voulu mettre la patiente derrière moi, le cancer derrière moi, puis un jour, on m'a dit que j'avais une maladie chronique. Donc, ça a été très dur à accepter. Et puis, j'ai compris qu'en fait, je n'étais pas une malade chronique. Et toute cette petite voyelle, le I entre maladie et malade, ça fait toute la différence. C'est-à-dire que je ne suis pas en soins perpétuels, je peux faire une rechute, je ne sais pas ce qui va se passer pour moi dans l'avenir, mais j'ai appris à vivre avec. Et j'ai décidé de faire de mes deux grandes expériences de vie, c'est-à-dire mon emploi, conseillère à l'emploi depuis 20 ans, et cette ressource du cancer que j'ai depuis 2012 avec 2 cancers différents et plusieurs rechutes, et d'en faire une force. Et de pouvoir… comme mon métier, c'est du conseil, finalement, c'est de continuer ce que je sais faire, mais cette fois-ci, dans le cadre de la Ligue contre le cancer, en tant que conseillère emploi et cancer. Ça veut dire, donc, c'est pour qui, hein, les personnes malades et leurs proches. Et l'objectif est de soutenir, d'aider les personnes atteintes d'un cancer en les aidant dans tout ce qui concerne le domaine de l'emploi. L'important, c'est que c'est en respect des souhaits de la personne et qu'elle soit proche ou non d'un retour à l'emploi. Donc, il n'y a pas de condition, il faut avoir envie d'en parler. La personne, à un moment, va se poser des questions. Et même si elle doit continuer son parcours médical et que l'emploi est pendant 6 mois ou plus tard, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est qu'elle a une réflexion à faire avec elle-même sur l'emploi. Après, j'interviens sur 3 axes, en fait. Vraiment accompagner le retour et le maintien à l'emploi. Non, là, tu as été trop vite, Léa. Hein? Je peux aussi analyser les nouveaux projets professionnels, c'est-à-dire si quelqu'un me dit « j'ai telle idée, j'aimerais faire ça, pourquoi pas ?» Je peux donner mon avis. Je sais aussi dans mon savoir, mon expertise de conseiller à l'emploi, c'est de connaître sur mon territoire les différents organismes, les différentes prestations d'accompagnement pour les personnes handicapées ou non, avec Pôle emploi, avec Cap emploi, enfin tout ça c'est de la technicité, mais ça je les connais. Par contre, si quelqu'un arrive en me demandant j'ai besoin de faire un bilan de compétences, moi, je ne vais pas le faire. Ça demande beaucoup de temps, c'est des outils très particuliers qui sont aussi plus psychologues du travail. Et pour ça, il y a des prestations aussi, ça, je vais réorienter par rapport à ça.
et faciliter la recherche d'un nouvel emploi. Donc, on a beaucoup parlé des personnes qui étaient en emploi avant leur cancer, mais aussi il y a des personnes qui sont en recherche d'emploi ou qui perdent leur emploi. Et ça, CV, la démotivation, comment gérer le fameux trou dans le CV. Là, il y a des manières de faire. Parler de ses compétences transférables, des compétences qu'on a apprises. Voilà, ça peut être, on peut se voir une seule fois. Voilà, ça peut être un entretien. Alors, dans le cadre de la pandémie, c'est plutôt du téléphone ou de la visio avant de pouvoir refaire le présentiel, bien sûr. Mais ça peut être aussi plusieurs entretiens. Moi, je vais m'adapter à là où en est la personne. Voilà. Donc, en faire. Alors, comme toutes les activités à la ligne, ce qui est important, c'est que la personne, elle doit joindre l'espace ligne où elle est proche. Donc là, on a, puisque nous sommes dans le 68, Colmar, Mulhouse et Volkensburg, et va être reçue par la coordinatrice qui fera un entretien et sera même de lui proposer les différents services de la ligne, dont le service de conseil emploi et cancer. Et à ce moment-là, je serai prévenue, je proposerai un rendez-vous avec la personne. Hein, donc, si vous n'êtes pas du 68, c'est ce que nous avons déjà évoqué, les comités départementaux pourront aussi vous renseigner de ce qui existe sur votre territoire. J'ai vu aussi, dans le fil des discussions, qu'on avait une personne qui était des Hauts-de-France, qui avait monté, je crois, une association sur emploi et cancer. On a Allo Cancer avec un numéro de téléphone qui est général. Il existe de plus en plus d'organismes et de personnes qui se sont investies sur ce champ-là. Et ça, c'est vraiment très bien, très intéressant. Et j'espère qu'ainsi, vous pourrez trouver de l'aide proche de chez vous. Alors, voilà, je crois que c'est bon au niveau de la slide. Hein. Après, c'est la bibliographie. Hein. Juste avant de passer à la bibliographie, pour précision, je vous l'ai écrit, mais les services qu'on vous partage ici, ils sont tout à fait gratuits. C'est-à-dire qu'ils sont proposés gratuitement, que ce soit pour les personnes malades ou pour les entreprises. Voilà, quelqu'un demandait si c'était à l'initiative du salarié pour les formations en entreprise. Alors, ça peut. Le salarié, la personne qui est malade, peut faire un lien avec l'entreprise en proposant ces éléments-là. Ça peut aussi être des entreprises qui ont à cœur d'intégrer ces questions-là dans leur politique RSE, dans leur pratique RH, de l'intégrer en tout cas. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter pour ça, c'est vraiment le mot que je voulais vous passer. Merci Sophie, je passe à la suite. Oui. Alors, là, c'est une bibliographie que je trouve vraiment intéressante. Je souhaitais vraiment décrire, je pense que je n'ai malheureusement pas le contenu vraiment de tous ces livres, donc je pensais faire une petite fiche après pour les sources et bibliographies qu'on mettra sur le site. Quand même de façon assez rapide. Vous avez à gauche le plus fort contre le cancer. C'est le seul livre qui ne parle pas d'emploi et de cancer, mais il est très intéressant parce qu'il date de septembre 2020. Il met en avant un concept de médecine intégrative. En fait, c'est le parcours de soins avec les soins de support et le parcours médical. Il décrit aussi tous les soins de support. Ça, c'est vraiment très, très important que j'ai évoqué de façon assez poussée. Et il apporte aussi, il va expliquer ce que peut être un parcours médical et les différents choix que les patients ont. Et c'est vrai que lorsqu'on vit sa maladie, on ne sait pas les choix qu'on a. On apprend par l'expérience. C'est le savoir expérientiel du patient. Voilà. Et là, ça permet de faire un petit décalage et de se dire, ça, j'aurais pu faire ça différemment. Et ça, pour ça, il est vraiment très intéressant. Donc, vous avez le cancer et travail d'Allo Cancer qui est vraiment très bien avec des fiches, soit du côté employeur, soit du côté de la personne qui arrive en entreprise et avec plein de questions qui c'est vraiment très, très, très bien. Après la maladie, le travail est écrit par quelqu'un qui n'a pas eu de cancer, mais qui est un professionnel de l'emploi. Et c'est vraiment intéressant. Si vous êtes tout à fait autonome dans votre recherche d'emploi, vous pouvez le lire. Il y a plein de conseils de comment préparer son propre retour à l'emploi. Il y a Retourner au travail, là, qui a été fait par quelqu'un qui a un cancer, qui est très bien. Et vous avez le livre donc Cancer et travail de Catherine Tourette-Turgis ici présente, qui est très intéressant, qui est très facile à lire, avec des choses très pratiques. C'est surtout fait pour les entreprises, mais tout le monde peut le lire. Il est vraiment, vraiment, je le conseille. Et ça me rappelle que je voulais dire une chose aussi, c'est que une fois une demandeuse d'emploi m'a dit, même les gens autonomes ont besoin de soutien. Donc, si vous avez besoin de conseils ou si vous posez la question, est-ce que j'ai besoin d'aller voir un conseiller à l'emploi, emploi et cancer, ça ne remet pas en cause votre autonomie. On a toujours plus d'idées dans deux têtes qu'en dans une seule. Voilà. Voilà ce que peut apporter aussi, même pour les gens autonomes.
c'est bon. Super. Eh ben, merci, c'était hyper complet. C'est tellement complet qu'il n'y a plus de questions. Non, mais vous avez répondu au fur et à mesure aux questions qui se posaient, donc c'est très bien. Si vous pouvez intervenir à la demande des salariés, ça y a répondu. Combien ça coûte à l'entreprise, ça aussi. Je voudrais juste apporter un complément à la réponse de Léa. Sur le coût, effectivement, c'est des services et des actions que nous proposons gracieusement, enfin gratuitement, ça ne coûte rien. D'ailleurs, pour tous les comités de France qui proposent les mêmes actions et les services que nous, c'est les mêmes conditions. Hein. C'est que ça ne coûte rien ni à l'entreprise ni aux salariés. En revanche, je me permets juste de préciser que si les personnes souhaitent faire un don en échange, puisque une association comme la nôtre a aussi besoin de dons pour proposer ce genre de service et aider les personnes malades et les entreprises, n'hésitez pas. C'est aussi dans ces conditions-là que l'échange peut se faire de manière symbolique. Voilà. On est super dans les temps. Il est 19h21. Quelques mots de Sophie encore. Oui, je crois que Sophie voulait dire un mot pour terminer. Plusieurs mots, parce qu'il y en a plusieurs au pluriel. Alors, attendez, je suis en train de revoir. C'est toujours avec mon truc technique. Oh là, j'ai perdu ma page. Tu vas la retrouver. On a tenu jusque-là, tu vas la retrouver. Voilà, je vous remercie. Hein. Et en fait, j'ai une souris qui est super, qui a été payée justement par la GFIP. C'est ma souris du boulot, j'avoue. Super moderne et qui m'a embarquée dans des choses que je n'ai pas pu maîtriser, d'où des fois… enfin voilà, j'en suis désolée. Donc, je voulais partager avec vous quelques mots pour conclure ce webinaire. Donc, voilà, quelques mots que j'ai préparés. Donc, le cancer est une réalité qui ne peut être ignorée. 1000 personnes apprennent par jour qu'elles ont un cancer. Tout le monde peut être concerné, que cela soit personnellement ou par un proche, un ou une collègue ou le patron même de l'entreprise. Nous sommes plus de 3 millions de survivantes au cancer en France. Nous sommes heureusement de plus en plus nombreux et nombreuses à survivre et à pouvoir retourner en emploi. Notre réintégration est un enjeu national et tout simplement humain. S'y préparer pour mieux accompagner les impacts du cancer nous permettra ensemble d'atténuer les effets négatifs persistants de la maladie. Même si la vie d'avant n'existe plus, celle d'après est certes différente, mais peut être intéressante et aussi vivante malgré nos séquelles. Un aspect très important est notre propre regard. En effet, la maladie peut être une source d'apprentissage et les ressources engagées pour survivre au cancer peuvent servir dans tous les champs de la vie personnelle et professionnelle et bénéficier à la société en général. Parlons d'abord de ce que nous pouvons apporter et non de nos faiblesses. Changeons notre vision du cancer. Même si nous, les malades d'un cancer, ne sommes plus les mêmes personnes qu'avant, même si nous pouvons avoir encore des séquelles à gérer, nous avons d'abord à offrir notre détermination, notre volonté à réussir, à avancer, malgré les épreuves, et à connaître l'importance du faire ensemble. Nous avons toujours notre place dans la société, que nous puissions encore travailler ou pas. C'est ensemble que nous irons plus loin, c'est ensemble que nous irons mieux. Je repasse la parole à Mélanie. Merci infiniment, Sophie. Ah ben, oh là là, j'ai les larmes aux yeux. Merci pour ce webinaire. Écoute, il y a beaucoup de félicitations et vraiment, je suis très contente, très heureuse de ces interventions. On arrive au terme de ce webinaire. Catherine, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose ou… Comme vous, je lis Converser et je crois que hein. il y a une personne qui dit « Je me suis sentie moins seule pendant ces 2 heures ». Moi, ça me fait un plaisir fou d'entendre ça. Je trouve que c'est voilà, une chose. Il y a aussi des vives notre résilience. Donc, on sent personnes concernées. Il y a des personnes que je connais, des personnes très, très actives dans les associations. Christophe. En tout cas, il y en aura peut-être d'autres, des webinaires. Voilà, c'était le premier peut-être d'une série. On sera peut-être en mesure ou en capacité de proposer d'autres interventions. Il y a plein de gens merveilleux.
Ouais. Ah oui, oui. On se sent tout petit à côté. On se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, c'est un début. Merci à vous d'avoir organisé ça. Merci. Ben voilà, un grand merci Catherine de ta présence, du temps que tu nous as accordé ce soir. Merci Sophie pour tous ces conseils et ces mots très touchants. et Léa, ben voilà, pour toutes les informations que tu as pu nous apporter sur les futurs accompagnements. J'espère que ça va ouvrir des perspectives et des partenariats, voilà, pour l'avenir. Oui. Que vous soyez d'ailleurs patient, aidant, grand public ou même manager, chef d'entreprise, collaborateur. On sera ravis d'aider tout le monde voilà, sur cette thématique. On espère aussi qu'il y aura voilà, un nouveau regard sur le cancer, que ça vous aura apporté de nouvelles perspectives. Donc, je précise juste avant de terminer donc, que ce webinaire sera proposé en replay. Vous pourrez le revoir, le transférer et en discuter avec votre entourage si vous le souhaitez. Donc, on vous l'enverra par mail à tous les inscrits, mais il sera aussi accessible sur notre site internet ligue-cancer-cd68.fr. Voilà. Oui, Sophie? Je voulais dire aussi une autre chose, c'est que si des questions n'ont pas été répondues, des questions peut-être un peu pratiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email sur le site. Même si vous voulez qu'on reste en contact pour les gens qui sont vraiment spécifiquement dans l'organisation de suivi de cancer et emploi, vous envoyez à la Ligue et ça nous sera transféré, ça me sera transféré. Voilà. Oui. Merci Sophie. Et c'est très important aussi de repréciser que si vous n'habitez pas dans le Haut-Rhin, ces dispositifs sont accessibles ailleurs. Hein. Il y a d'autres comités en France qui organisent le programme Ligue Entreprise comme nous, on le fait. De mémoire, il y a le département de la Loire, il y a le Bas-Rhin à Strasbourg avec Julie Dole. Redis-moi, il y a Léa. Le 34, il y a les Alpes-Maritimes. Le Var, le 06, il y a Lyon, 69. Donc, n'hésitez pas à contacter vos comités départementaux. Si vous souhaitez les coordonnées, vous pouvez également contacter la Ligue nationale qui vous donnera les coordonnées sans aucun problème. Et un grand merci à toi, Mélanie, pour avoir fait la dure tâche d'animatrice pendant ce webinaire. Il y avait plein de questions, donc voilà. C'est un plaisir, à votre disposition. Voilà. Un grand merci à tout le monde. Et n'hésitez pas à prendre contact avec nous si vous avez encore des questions par la suite. Voilà. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Au revoir. Merci.